Bonjour, bonsoir et bienvenue à Droit de réponse. Droit de réponse est votre magazine dominical sur Equinox Télévision qui fait le round-up des principaux sujets d'actualité qui ont retenu l'attention de la presse au cours de la semaine qui s'achève. Et cette semaine, la presse s'est beaucoup intéressée au projet de mise en place d'un dispositif de marquage des bières qui est en train d'être imposé aux entreprises brassicoles au Cameroun. Selon le projet, explique que la nouvelle expression, une société de droit suisse va installer sur les outils de production des industries brassicoles un module spécifique de marquage qu'elle produit elle-même, mais qui va être payé par les entreprises avec pour prétexte le marquage de chaque bouteille produite au Cameroun. Les conséquences, analyse de la nouvelle expression, vont être terribles non seulement pour les entreprises brassicoles, mais aussi pour les citoyens. Et donc, contraire à l'esprit de la note de cadrage budgétaire pour le compte de l'exercice 2024, signée le 30 août dernier par le président de la République. C'est une grosse mafia, dénonce le député Jean-Michel Nithieu. L'élu de Voury-Est révèle l'avoir saisi par correspondance le ministre des Finances à ce sujet pour essayer d'avoir des explications sur les conditions d'attribution du marché d'apposition des vignettes ou encore sur les contrats établis avec la dite société suisse dont, il faut le rappeler, les comptes sont ouverts en Suisse et non pas dans une banque locale. Correspondance restée sans suite. Question, comment se fait-il qu'une société qui est chassée partout dans le monde, se demande Jean-Michel Nithieu, cherche à s'introduire au Cameroun pour provoquer de nouvelles charges qui vont se répercuter sur le consommateur final ou mettre en difficulté les entreprises brassicoles. Bien plus, ne s'agit-il pas là de la forme la plus achevée de la fuite des devises? Les entreprises brassicoles camerounaises, déjà durement frappées par les effets dévastateurs de la crise russo-ukrainienne, tiendront-elles le coup? Au regard du modus operandi, ne s'achemine-t-on pas là vers un autre gros scandale de corruption comme celui de Glencore? Et parlant justement de l'affaire Glencore, le bâtonnier Akeremouna, lors de l'émission La Vérité en face, diffusée sur Equinox Télévision dimanche dernier, a révélé que Glencore aurait gagné des centaines de milliards de francs CFA au détriment du Cameroun au cours de la dernière décennie. Illustration, Glencore a acheté le pétrole camerounais entre 2017 et 2020 à 10, 20, 30% des décotes en dessous du prix au marché mondial. Pire encore, un autre trader aurait acheté à 70% des décotes par rapport au prix mondial. Appliqué aux centaines de milliards de francs CFA de pétrole vendus chaque année par le Cameroun, les pertes sont énormes, colossales, gigantesques. Pourquoi, malgré cette indignation que suscite cette affaire dans l'opinion publique camerounaise, le gouvernement se mure dans un silence assourdissant? Finalement, que fait-on de cette loi de 2018 portant code de transparence et de bonne gouvernance censée garantir une gestion transparente des ressources publiques dans notre pays? Comment en arrive-t-on à perdre autant d'argent sans s'émouvoir alors qu'il manque de l'argent pour construire des routes et désenclaver les bassins de production, alors qu'il manque de l'argent pour apporter de l'eau et l'électricité aux populations, alors qu'il manque de l'argent pour payer les dettes des enseignants et mettre un terme au mouvement OTS plutôt que de réprimer ou de procéder aux affectations disciplinaires comme l'a fait le gouverneur de la région de l'Adamawa. Et à ce propos, justement, l'œil du Sahel écrit en grande une cette semaine, mouvement OTS, le gouverneur enrhume l'Adamawa. Un arrêté signé cette semaine porte mutation de certains enseignants. Un journal en ligne précise qu'il s'agit d'une vingtaine d'enseignants du mouvement OTS qui écopent d'affectation disciplinaire. Ils sont assignés à des établissements éloignés de la ville de Ngaoundéré. Est-ce la solution aux revendications formulées par des enseignants qui, du reste, il faut le rappeler, viennent de célébrer la journée mondiale à eux consacrée? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission de Droit des réponses de ce dimanche 8 octobre 2023 en direct de Douala. Convié sur le plateau cette mi-journée, j'introduis tout d'abord Maître Désiré Sikati. Bonjour, bienvenue. Bonjour Duval, bonjour à tout le plateau, bonjour également à ceux qui nous regardent. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être sur votre chaîne. Vous êtes militant du MRC au moment pour la naissance du Cameroun, un parti politique de l'opposition dans notre pays. J'introduis également l'honorable Samuel Mout. Bonjour, bienvenue.
Bonjour Duval, merci pour l'accueil qui m'a été réservé. Je voudrais également profiter pour saluer certains de mes camarades qui sont sur le champ de bataille en ce moment sur d'autres chaînes de télévision. Merci Samuel Mout d'être venu sur ce plateau. Vous êtes député de la Nation et communicant du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Jean-Robert Wafo, bonjour, bienvenue. Bonjour Duval, bonjour à tous mes co-discutants ainsi qu'aux millions de téléspectateurs qui suivent cette prestigieuse émission en ce moment. Voilà. Merci également à vous d'être venu. Edmond Kambia, bonjour, bon retour. Good morning, Duval Fangwa. I'm back. Good morning to the co-panelists. I address a special greeting to the millions of followers, of viewers of this program. And I seize this occasion to pay tribute to a great writer, Mongo Betty of late memory, for his constancy in convictions and his patriotism. Edmond Kambia, je voudrais vous accueillir avec cette actualité qui a fait la grande une de la Nouvelle Expression cette semaine. Il s'agit de ce projet d'apposition des vignettes sur les boissons qui sont produites au Cameroun par les entreprises brassicoles. Selon les informations qui nous parviennent, il y a une entreprise de droit suisse, SICPA pour ne pas la nommer, qui va donc être chargée d'apposer ces vignettes sur les boissons qui sont produites au Cameroun par les entreprises brassicoles camerounaises. Alors il y a un certain nombre de problèmes que cela pose. Il se trouve que ces vignettes vont être payées par les entreprises camerounaises. Elles vont être payées dans un compte de cette entreprise qui est logé en Suisse et non pas au Cameroun. Autre chose, c'est qu'il me semble, en parcourant les documents sur la question, que cela va représenter des coûts supplémentaires pour les entreprises brassicoles qui sont déjà très durement frappées par les effets dévastateurs de la crise russo-ukrainienne. Mais la question qui est en train de se poser, c'est est-ce que cela ne va pas en contradiction avec l'esprit de la note de cadrage budgétaire que le président de la République a signé le 30 août dernier. Selon cette note, je reprends notamment le paragraphe 27, les nouvelles mesures d'optimisation des recettes fiscales ne devraient pas créer des distorsions économiques préjudiciables au développement ou à la compétitivité des entreprises. Oui, Duval Fangwa, vous faites bien de mentionner, n'est-ce pas, cette précision par rapport au budget, par rapport à tout ce qui était encadré pour faire en sorte que l'application, n'est-ce pas, du budget que nous connaissons cette année, qui est assez difficile, qui a des conséquences drastiques non seulement pour les entreprises, mais également pour les citoyens, notamment globalement pour les consommateurs, vient à point nommé nous rappeler que avec l'information que nous avons mise sur la place publique, le quotidien Nouvelle Expression, sur cette entreprise de droit suisse qui va effectuer le marquage des bières, avec les coûts supplémentaires que cela va constituer au niveau des entreprises brassicoles, qui effectivement, comme vous l'avez dit, broient déjà du noir, connaissent des difficultés énormes en ce moment. Et parmi les questions que l'on se pose, effectivement, il y a celle que vous avez posée. Et nous avons mis sur la sellette cette question-là, cette interrogation, à travers l'information que nous avons rendue publique sur cette question. Et nous voulons également dire, avec cette affaire, cette nouvelle affaire qui émerge et qui peut constituer, d'après les informations concordantes que nous avons, des niches de corruption supplémentaires qui viendraient s'ajouter aux autres affaires que nous connaissons et qui n'ont pas encore connu un aboutissement, comme les chantiers de la Cannes, comme le Covid-Gate. La parenthèse que je ferai, c'est qu'il y a eu récemment des décorations, peut-être qu'on reviendra là-dessus, pour noyer le poisson. Mais revenons sur le sujet, pour dire que c'est une information importante au niveau de la compétitivité à l'international comme sur le plan national. Vous savez que le Cameroun connaît des moments très difficiles depuis un certain nombre d'années. Les finances publiques ne sont plus comme avant. Les liquidités ne sont plus disponibles. On n'arrive plus non seulement à rendre efficient, à appliquer tout ce qui a été programmé dans le cadre de l'ensemble des budgets de toutes ces dernières années, à telle enseigne qu'on a du mal à faire un bilan
qui soit positif par rapport à la réalisation de notre budget. Et on voit également que de plus en plus, tout coûte cher. Beaucoup plus d'impôts pour les entreprises, beaucoup plus d'impôts qui font en sorte que les citoyens, les Camerounais en général, broient du noir. Je reviens sur l'expression broient du noir. Et nous pensons qu'avec cette nouvelle affaire qui démarre, l'affaire SIPCA, cette entreprise qui va faire le marquage des bières, nous nous posons la question de savoir quels sont les critères, quelles sont les conditions qui ont permis, n'est-ce pas, à cette entreprise d'avoir la possibilité de le faire. Est-ce que notre société camerounaise, est-ce que les entreprises brassicoles déjà existantes au Cameroun ne le faisaient pas déjà en respectant les normes? Qu'est-ce qui justifie que ce soit fait par une entreprise de droit suisse qui va ramener les devises en Suisse alors que nous avons besoin des devises au Cameroun pour régler maintes et beaucoup de problèmes? Nous nous interrogeons et nous pensons enfin que cette affaire qui démarre, qui n'est certainement pas du goût des entreprises brassicoles, que je ne vais pas citer ici, qui n'est certainement pas du goût des consommateurs, qui en derrière ressort, parce que quand cela va être appliqué de bout en bout, le prix de revient de la bière, des jus, de tout ce qui est produit par les entreprises brassicoles va en prendre un coup supplémentaire. Parce que nous allons débourser encore. Parce que justement, selon certains économistes, avec l'insertion ou bien l'installation de ce nouvel outil de production, cela va forcément donner lieu à des coûts supplémentaires. Il va falloir que quelqu'un supporte ces coûts. Oui. Soit c'est les entreprises brassicoles qui vont supporter cela et peut-être avec une répercussion sur les ristournes des bars et donc finalement avec le consommateur final. Oui. Ou bien, mais comme on sait que les prix sont homologués, c'est le ministère du Commerce et qui peut-être ne va pas être prêt, n'est-ce pas, à accepter cette augmentation, ça veut dire que c'est les entreprises qui vont certainement payer le coût, peut-être en agissant sur les effectifs ou bien par d'autres mécanismes qui vont permettre de supporter le surcoût de cet outil. Et justement, vous touchez là l'un des points fondamentaux. C'est que les entreprises brassicoles peuvent se retrouver dans une situation où elles sont amenées à mettre en chômage une partie de leur personnel. Parce qu'elles ne pourront plus rentabiliser leurs entreprises, gérer au mieux, faire en sorte que les entreprises fonctionnent normalement comme par le passé, avec les contraintes que nous connaissons depuis quelques années. Et il y a également, je l'ai déjà dit, la possibilité que les entreprises brassicoles fassent le dos rond. Et au finish, c'est le consommateur final qui va en partir. Il est important pour le gouvernement de saisir vraiment cette occasion pour rendre public, montrer en quoi c'est transparent, en quoi c'est important, en quoi c'est judicieux ou approprié qu'une entreprise de droit suisse vienne, n'est-ce pas, faire le marquage, n'est-ce pas, des boissons en terre camerounaise, en lieu et place, n'est-ce pas, des entreprises brassicoles qui, ma foi, on n'a pas eu à se plaindre jusqu'aujourd'hui sur cette question-là. Je ne comprends pas pourquoi. Et je vais dire, pour chuter, nous avons constaté qu'il y a eu un gros lobbying que cette société a fait depuis un certain nombre d'années. Un lobbying qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas marché, et qui, visiblement, est sur le point d'éclore pour leur donner la possibilité, cette visibilité, au détriment des entreprises brassicoles camerounaises, au détriment du consommateur final, qu'est le citoyen camerounais. Alors, honorable Dieudonné Samuel Motte, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire. On parle d'un projet d'apposition des vignettes sur des boissons produites au Cameroun. A priori, cela peut être une initiative louable, sauf qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur, par exemple, l'appel d'offres qui a permis le choix de cette entreprise de droit suisse. On n'a pas de précisions sur comment est-ce que le gouvernement pourra aider les entreprises brassicoles à amortir le choc provoqué par le surcoût ou bien par les dépenses supplémentaires avec cet outil qui va être inséré dans la chaîne de production. Bon, il y a un sujet que je voudrais que l'on évacue assez rapidement, celui de la procédure qui a été déroulée pour pouvoir aboutir à ce choix-là. Il est un choix gouvernemental et dans le cadre des procédures que nous faisons, si c'est un choix assumé, il n'y aura pas matière à redire quoi que ce soit là-dessus. Par ailleurs, je voudrais vous signaler que dans le cadre effectivement de l'ensemble des procédures de passation de marché au Cameroun, il est prévu
que lorsqu'il y a une technologie qui est détenue par une personne, un des critères d'ailleurs, et qu'on pense qu'il y a également la notion d'urgence qui apparaît, où l'on peut passer un gré à gré sans toutefois nécessairement de rouler la procédure de passation de marché. Donc ce sujet-là, il est clos. La deuxième chose... Dans ce cas précis, quelle serait l'urgence? Pardon? Mais dans ce cas, quelle serait l'urgence? Ça se pourrait également qu'il soit le seul à détenir la technologie pour pouvoir le faire. Mais je voudrais dire en tout état de cause, que ce soit dans le cadre de cette procédure-là que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est celui du gré à gré, que ce soit dans une autre procédure un peu plus élargie, à partir du moment où il y a un choix qui a été opéré par le gouvernement, quand c'est un choix assumé par la haute hiérarchie, on considère que les processus de passation de marché ne sont plus d'application. La procédure de passation de marché, on ceci de bien qu'il permet effectivement de mettre en concurrence un certain nombre de personnes, mais également le top management, dans le cas d'espèce, la haute hiérarchie, comme on aime bien le dire dans l'administration camerounaise. À partir du moment où ce choix-là a été assumé et considéré comme étant transparent par le plus grand décideur, il n'y aura pas matière à remettre en cause la procédure en question. Je ne suis pas rentré dans les procédures de passation de marché, je n'ai pas suivi le procès, mais je vous dis tout simplement qu'à partir du moment où c'est assumé, on n'y aura pas matière à redire. Mais à ce sujet, justement, certaines informations indiquent que cette société qui pourrait, de votre point de vue, détenir la technologie sur la question, est en difficulté dans pas mal de pays à travers le monde. On cite le Brésil, le Maroc, la France, le Kenya, la Tanzanie, qui sont des pays où la réputation a entaché de nombreux scandales de corruption qui suivent justement cette entreprise SICPA, pour ne pas la nommer. Après, maintenant, si tu veux, ces problèmes-là, on pourrait les dérouler après, mais sur des a priori, là également, vous balancez un certain nombre d'informations que vous avez recoupées, mais dont ils ne sont pas à ma possession. Attendons voir si, effectivement, là, il y a également des faits de correction qui sont avérés, on tirera toutes les conclusions nécessaires. Quand il vous dit, quand c'est une décision assumée, il est clair pour moi, et également pour vous, que la haute hiérarchie de l'administration camerounaise ne peut pas assumer des faits de corruption. Et donc, quand on est là dans le cadre de quelque chose qui est transparent et que c'est assumé, les procédures de passation de marché également peuvent être mises sous un certain nombre de conditions entre parenthèses. C'est tout simplement ce que je voulais dire. Maintenant, l'autre chose aussi est de dire le paiement de l'impôt est un devoir citoyen. Un devoir citoyen qui nous permet de participer à cette activité-là qui est celui de la couverture de la dépense commune. Pour qu'un État fonctionne, on a nécessairement besoin de ressources. Et les emplois, ils sont innombrables. On a besoin des infrastructures, on a besoin, ne serait même que de la charge de la dépense courante pour pouvoir animer l'action au quotidien, pour pouvoir nous protéger. Nous avons une multitude de dépenses normales qui ne peuvent être assurées que parce qu'il y a une contribution personnelle que nous apportons à la couverture de ces dépenses communes. Je voudrais cependant souligner que, bien que ce soit une activité citoyenne, le paiement de l'impôt n'est pas la chose la mieux partagée partout ailleurs au monde, pas seulement au Cameroun. Nous n'avons jamais payé de l'impôt de bon cœur. Et d'ailleurs, il y a un fiscaliste célèbre, le professeur Kosian, qui disait « Plus l'impôt est risqué en matière de recouvrement, plus son taux est élevé ». Son taux est élevé parce qu'il va certainement avoir une péréquation qui va s'établir entre les gens qui sont des bons citoyens qui payent et la grande majorité des gens qui auront tendance à se dissimuler pour ne pas payer. Donc il y aura certainement une péréquation qui va s'établir entre les bons payeurs et les gens qui se dérobent par rapport à ce devoir-là de payer l'impôt. Et c'est pour cette raison-là que l'État, très souvent, met en place un certain nombre de mécanismes pour pouvoir faire en sorte que la péréquation ne puisse pas peser uniquement sur les honnêtes. Première tendance que je voudrais que vous observez ici, il y a un taux qui est connu de tous les agents qui s'occupent des politiques publiques, qui est celui qu'on appelle le taux de pression fiscale. Un thème rébarbatif qui pourrait tendance à amener un certain nombre d'entre nous de penser que c'est quelque chose de totalement insupportable. À partir du moment où on a commencé à vous faire la pression, ça veut dire qu'on vous demande de rendre gauche, on va prendre un peu de votre argent. Il y a d'ailleurs des thèmes assez forts qui ont été utilisés, qui est celui notamment de l'impôt confiscatoire, qui est effectivement à l'opposé de ce que ce thème-là assez vertueux voudrait dire. Ce thème-là, c'est en réalité c'est la mesure de la participation citoyenne à la couverture de la dépense publique comparée au niveau de richesse que nous sécrétons à l'intérieur d'un État. Ce taux de pression fiscale, on s'accorde à dire que pour qu'il soit sain, pour le bon fonctionnement de l'économie, il doit être autour de 23%.
23%, ça veut dire que si on payait honnêtement de l'impôt sur la base de la richesse que nous sécrétons à l'intérieur de la nation, nous devons contribuer à la couverture de la dépense commune à hauteur de 23% de ce que nous faisons. Or, on est très loin de là. Et d'ailleurs, on a été très loin de là et on est même à la traîne par rapport à des économies de même dimension que la nôtre. Ailleurs, ce taux de pression fiscale, il aussi entre 14% et ces 23% dont je parlais. Pendant très longtemps, on était à 11%. Aujourd'hui, on essaie de remonter, on remonte légèrement et on est autour de 13%. Ce taux de pression fiscale, pour qu'il puisse être vertueux, est contre le principe de la création des impôts nouveaux. En réalité, les impôts existants doivent nous permettre, si l'impôt est bien recouvré, de manière optimale, à atteindre ce taux de 23%. Or, dans la logique qui est celui de la logique des citoyens, qui consiste à dire qu'il y a quand même des réflexions à dissimuler, de temps en temps, il faut que l'État trouve des moyens pour pouvoir faire que sans créer des impôts nouveaux, que l'on puisse atteindre ce taux optimal de 23%. Et le Cameroun en la matière est plutôt un pionnier. C'est pour cette raison-là que, par exemple, vous allez voir l'impôt sur le revenu des personnes physiques, on vous le retiendra à la source. Parce qu'à partir du moment où on a désigné un établissement comme étant un établissement collecteur, c'est celui qui veillera à la charge du recouvrement. Si on nous payait, nous tous qui sommes ici réunis sur ce plateau, on nous payait notre argent pour notre salaire que nous avons, nous le payait au brut, et on vous demandait après d'aller vous-même vous acquitter de ce devoir citoyen-là que de payer l'impôt, un certain nombre d'entre nous ici se déroberait. Alors, si je vous comprends bien, vous êtes dans l'esprit, n'est-ce pas, la note du cadrage budgétaire de l'État qui parle de l'optimisation des recettes fiscales. Notamment, je suis dans le processus de recouvrement. Oui. Et c'est pour ça que première règle au Cameroun expérimentée, et d'ailleurs vous allez voir, qui est repris par la suite par les Français, le recouvrement de l'impôt, par exemple, sur les revenus, pour qu'il ne soit pas risqué et qu'il soit de manière optimale, on demande que c'est votre employeur qui le tienne. Alors, c'est le cas précis que j'en viens. Là également, vous allez voir, il y a une taxe nouvelle qui date des années 90 qui a été créée, qui est la taxe sur la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, normalement, c'est le consommateur qui le paye. Mais également, c'est chaque agent économique qui est collecteur, à qui on a payé, qui doit reverser à l'État. Vous voyez très bien que si on avait laissé cette histoire-là, en disant que chaque entreprise devait payer, personne n'aurait payé. Et aujourd'hui, nous avons une logique que nous avons expérimentée au Cameroun, qui est celui des établissements payeurs. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'entreprises majeures que l'on sélectionne, en disant que chaque fois qu'il y a une TVA qui vous a été facturée, au lieu de le payer à la personne qui vous l'a facturé pour que lui, il prenne l'initiative d'aller le payer à l'administration fiscale par la suite, vous allez le collecter pour notre compte, vous allez le verser à la place. Et donc, c'est l'ensemble de ces mécanismes-là, y compris l'histoire également, quand vous importez, on tient à scanner, ce sont ces mécanismes-là de recouvrement qu'on essaie d'améliorer au quotidien. Et le dispositif dont vous faites allusion aujourd'hui, c'est également un mécanisme nouveau. Peut-être qu'il y a certainement des conséquences que Edmond Kamara soulevait tout à l'heure, mais qui rentre dans le cadre de l'optimisation de cette technique de recouvrement-là qui fait que demain ou après-demain, on ne sera pas amené à créer des impôts nouveaux. On va marquer pourquoi. Peut-être parce qu'on a estimé que les entreprises brassicoles ne déclarent véritablement parce qu'ils produisent et que l'État est en manque de collecte, mais également, c'est peut-être pour faire également pour les protéger eux-mêmes. Parce qu'il y a une concurrence déloyale qui s'établit entre la personne qui produit localement, qui peut être une société citoyenne, et je pense que les sociétés brassicoles le sont, mais également une autre personne qui serait tentée à aller chercher la même marchandise plus ou moins identique et à le mettre sur le circuit de commercialisation et sans s'acquitter des taxes, des droits et taxes dont il devait être le collecteur. Alors, donc là, on voit très bien que lorsqu'on regarde la note de cadrage budgétaire du président de la République, effectivement, on est dans cette mécanique-là. Et puis maintenant, sur l'exemple que vous prenez, vous en tant que député de la Nation, c'est-à-dire que chargé par exemple du contrôle de l'action gouvernementale et peut-être qui doit faire un compte rendu aux populations sur un certain nombre de mesures qui sont prises par le gouvernement et auxquelles des mesures pour lesquelles vous apportez un jugement. Quelles sont de votre point de vue les précautions qu'on peut prendre dans un pareil projet pour que les entreprises ne soient pas asphyxiées, pour que le consommateur final ne soit pas celui qui paye le prix fort? En tout cas, de votre point de vue, quelles sont les précautions qu'il faut prendre dans ce projet d'apposition
de ces vignettes dans les entreprises. Le problème que vous soulevez de dire que la charge de la procédure de collecte de l'impôt ne devait pas être une charge aux citoyens, ça je le comprends très bien. Et donc si on peut trouver un système indolore pour lequel effectivement ce coût de recouvrement-là est à la charge de l'administration, je vois pas pourquoi les prix devaient augmenter. Parce que normalement là vous me dites qu'il y a un agent économique qui est rentré en ligne de compte. Peut-être il pourrait être trouvé une solution dans laquelle par exemple il peut être payé au revenu supplémentaire qu'il apporte. Et donc, dans le cadre de ce paiement-là, il n'y aura pas nécessairement une charge supplémentaire pour la personne qui collecte. Mais en tout état de cause, j'imagine bien que ce que les journaux relaient aujourd'hui, c'est peut-être également des réactions qui viennent de la part de ces sociétés brassicoles. Mais je peux vous rassurer que même lorsqu'on a mis en place le système d'établissement collecteur en matière de TVA, les entreprises également qui avaient été désignées comme étant des établissements collecteurs avaient opposé le même problème en disant mais tout de même, ces coûts de collecte-là, il faudra quand même qu'on ait une rémunération. Pour l'heure, c'est une mesure qui a tendance plutôt à très bien fonctionner. Il a été interrompu à un moment donné parce que la Banque mondiale elle-même ne comprenait pas la logique de cela. Mais lorsqu'on a enlevé pendant une période de 3 ou 4 ans, après maintenant ils sont revenus à la raison. Je ne sais pas si ça va induire des coûts supplémentaires. Mais vous avez raison, si ça induit des coûts supplémentaires, il serait bien que ces coûts-là puissent être assumés par l'administration fiscale elle-même. Ok. Jean-Robert Wafo, lorsqu'on écoute le vent que fait l'honorable Samuel Motte, on voit très bien qu'on est là véritablement dans l'esprit de la note de cadrage budgétaire du président de la République qui a demandé l'optimisation des recettes fiscales. On voit bien que s'il faut, n'est-ce pas, qu'on ait un peu plus de moyens pour pouvoir réaliser un certain nombre de choses, il faut qu'on appuie un peu plus sur les questions fiscales. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, la question, c'est qu'il y a un certain nombre d'interrogations autour de ce projet. Je me souviens en parcourant la Nouvelle Expression ou encore en lisant un journal en ligne comme Panorama Papers qui a fait un travail remarquable sur la question. Il y a un certain nombre de préoccupations qui ont été soulevées par l'honorable Jean-Michel Nithieu, qui dit avoir enquêté sur la question, qui dit avoir adressé une correspondance au ministre des Finances, une correspondance qui est restée sans suite. Dans la correspondance, il demandait au ministre des Finances précisément d'abord de dire quelles sont les mécaniques, la mécanique qui a été mise en place pour l'appel d'offres pour choisir cette entreprise suisse. Deuxièmement, il était question d'avoir un certain nombre de précisions sur le contrat qui lie l'État du Cameroun ou bien le gouvernement à cette société suisse. Et jusqu'ici, selon Jean-Michel Nithieu, qui a rendu donc public les conclusions de son enquête, eh bien, il pense qu'on s'achemine là vers une autre grosse mafia. Je viens de suivre le député Samuel Motte. J'ai constaté que il a pratiquement donné raison à l'honorable Nithieu qui a mis à nu, n'est-ce pas, ce projet de marquage. Parce qu'il semble justifier le marquage, n'est-ce pas, des bières. Vous avez lu d'entame, donc à l'entame de cette émission, le paragraphe 27, n'est-ce pas, de la note de cadrage budgétaire du chef de l'État. J'ai relevé, vous avez dit, que dit ce paragraphe 27? Les nouvelles mesures d'optimisation de recettes devront veiller à ne pas créer des distorsions économiques préjudiciables au développement et à la compétitivité des entreprises. La première question que je vais poser, est-ce qu'il n'y a pas déjà un dispositif de marquage des biens dans la ligne de production des entreprises brassicoles? Si, ça existe. Ça existe. Il suffit de prendre les capsules, vous regardez à l'intérieur des Les capsules, numéros de série. vous allez voir les numéros de série, et même parfois c'est sur la bouteille. Première chose. Deuxième chose, l'entreprise en question, SICPA, c'est une entreprise suisse. Cette entreprise, depuis près de 5 ans, est en train de faire le lobbying pour que, n'est-ce pas, cette taxe sur le marquage soit introduite dans la loi des finances. C'est de bonne guerre. Mais il se trouve que quoi? Il se trouve que cette entreprise, qui a déjà opéré dans certains pays, a été chassée de ces pays.
Ces pays, c'est quoi? C'est le Brésil, le Maroc, la France, le Kenya, la Tanzanie et bien d'autres pays. Pour des méthodes pas orthodoxes. C'est-à-dire que pour des faits de corruption et d'évasion fiscale. Quand je parle d'évasion fiscale, il se trouve que quoi? L'enquête que le droit ministère a donc menée, il se trouve que les entreprises brassicoles, si cette taxe est maintenue, et d'ailleurs, je trouve qu'il ne faudrait pas qu'elle soit maintenue, et je vais vous expliquer pourquoi après, les entreprises brassicoles vont payer cette taxe dans un compte de l'entreprise situé à l'extérieur du pays. Est-ce que vous comprenez? Payer quoi? Payer pour l'installation, cet outil. Je dis les taxes qui seront collectées. Je dis si ce projet, comme ça. Monsieur, nous avons mené des enquêtes. Et maintenant, on vous a dit, parce que je sais qu'il se trouve, puisque vous avez confirmé que cette taxe sera probablement introduite, puisque vous tentez de la justifier, il se trouve que les entreprises brassicoles vont payer cette taxe, non pas dans un compte logé dans une banque au Cameroun, mais directement à l'extérieur. C'est scandaleux. C'est-à-dire que cela consacre la fuite des devises. Autre chose, revenons à ce paragraphe 27. Bon, peut-être qu'il faut parler de vignette, parce que je crois que c'est peut-être le mot taxe que... Oui, vignette, prenez ça comme vignette, tout ça, bon, tout ça, bon, c'est des taxes. Ouais. On paye, non? On paye, voilà. Oui. Bon, voilà, et c'est tout. Il se trouve que quoi? Le paragraphe 27 dit qu'il y aura de nouvelles recettes d'optimisation. Donc, qu'il faut optimiser donc, les recettes, donc, bon, les nouvelles recettes, mais il ne faut pas nuire à la compétitivité des entreprises. Les entreprises brassicoles aujourd'hui ont subi quoi? La crise du Covid. Et ont été frappées bien après par la crise russo-ukrainienne. Vous savez très bien que le Cameroun, le blé, nous n'en fabriquons, nous ne cultivons pas. Le maïs, on n'en a presque pas, donc tout est pratiquement importé. Quand vous prenez, ces entreprises subissent déjà l'inflation du coût des matières premières qui rentrent dans la fabrication de leurs produits finis. Et de 2022 à 2023, le malt a augmenté de 50%. Le grist de maïs a augmenté de 35%. L'alcool bon goût a augmenté de 18%. Et l'énergie a augmenté de 18% pour eux. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. La taxe, pour le compte de l'exercice 2023, la taxe spéciale sur les produits pétroliers a été élargie au gazole, qui est un produit qu'ils utilisent pour pallier aux insuffisances d'énergie. Et cette énergie, n'est-ce pas, a donc augmenté de 18%. Quand il regarde, c'est-à-dire que par rapport à 2018, concernant leurs charges. En tout cas, les charges des entreprises brassicales vont être importantes. Je dis ceci, ces entreprises ne peuvent pas subir l'inflation du fait de la crise. Russo-ukrainien, et c'est à ce moment-là qu'on vient pour leur porter un coup fatal en voulant mettre sur pied une taxe sur, la vignette sur le marquage. Ce n'est pas normal. Pourquoi? C'est économiquement suicidaire. Pourquoi? Parce que, puisque les prix sont homologués, ces entreprises ne peuvent pas elles-mêmes augmenter le prix de la boisson, donc le prix de leur boisson. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles seront donc obligées de faire quoi? De répercuter la nouvelle vignette sur le consommateur qui va subir à la fin. Pourquoi? Parce que le coût de production va grimper. Parce qu'on parle même de coût de production. C'est-à-dire qu'ils ont prévu que cette société suisse viendra installer dans la ligne de production de la chaîne, donc des multiples chaînes, un dispositif pour se faire. Et ce dispositif sera payé par l'entreprise brassicole. Contrairement à ce que M. m'a dit. C'est-à-dire que les entreprises brassicoles seront obligées de modifier leur ligne de production. Mais attendez, quand le coût de production augmente,
il est clair que les entreprises vont augmenter le prix de la bière. Mais comme elles ne peuvent pas augmenter le prix de la bière parce que les prix sont homologués, qu'est-ce qu'elles vont faire? La seule solution qu'il leur reste à faire, c'est de compresser les effectifs. C'est de mettre les gens dehors. Et en réduisant les effectifs, socialement, ce sera dangereux et potentiellement explosif. Compte tenu du contexte dans lequel nous nous trouvons là maintenant, où la vie est de plus en plus chère, ces familles-là seront jetées dans la rue. C'est économiquement insoutenable. Pas seulement pour ces entreprises, mais également pour l'État. Pour ces entreprises, pourquoi? Parce que forcément, si ces entreprises laissent donc mettre de côté la solution qui consiste à réduire à réduire les effectifs, c'est quoi? C'est que leur chiffre d'affaires, si la bière est augmentée, leur chiffre d'affaires va baisser. Et quand le chiffre d'affaires baisse, c'est clair que ça a des répercussions sur les impôts qui sont reversés. Première chose. Pour l'État, pourquoi? Parce que plutôt que d'augmenter les recettes fiscales, ces recettes vont baisser. Elles vont baisser. Parce que quand le chiffre d'affaires des entreprises baisse, d'une entreprise baisse, donc l'État collecte moins. Et moi je dis, il faut mettre ça de côté. Si vous voulez de nouvelles recettes pour le budget de 2024, mais allez chercher ailleurs. Allez chercher ailleurs. Allez chercher ailleurs. Si vous voulez l'écrire, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le budget, lui, il est député, il est membre de la commission des finances. Pour équilibrer votre budget, c'est-à-dire que quand vous regardez les dépenses qui sont faites dans le cadre du budget de l'État, M. Duval-Fagouas, c'est insoutenable. Prenez les dépenses de biens et services. 859 milliards de francs CFA. On dit que les fonctionnaires et les contractuels, tout ça, que leur salaire est bas. Mais écoutez, c'est bas pour ceux qui sont un peu en bas. Mais pour les en haut, ils bénéficient, n'est-ce pas, des revenus parallèles et des rémunérations hors salaire. Prenez les dépenses d'administration générale et financière. Au Cameroun, nous sommes à combien? Pour le compte de l'exercice 2022, 875 milliards de francs CFA. 875, mais ça représente 15% du budget et 1,8% du PIB. Pourtant, dans les pays comparables, donc de même taille que nous, les dépenses d'administration générale et financière, au Sénégal, c'est de 6% du budget. Au Kenya, c'est de 9%. Au Mali, c'est 10%. Au Cameroun, c'est 15%. Allez le vu là-bas. Alors, ne venez pas surcharger, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ne venez pas. C'est-à-dire quand vous êtes dépassé, n'allez pas tuer ce qui vit encore. Jean-Robert Wafo, on va certainement revenir sur cet aspect-là parce que là, vous parlez des dépenses, dont la question de la réduction du train de vie de l'État. Pour l'instant, la question porte sur l'optimisation des recettes fiscales à travers cette mécanique que le gouvernement... Merci d'avoir recentré. C'est vous qui n'avez pas recentré. Je dis... Alors, je donne la parole à Maître Il faut arrêter ça. Maître, quelle est l'analyse que vous faites, n'est-ce pas, de cette actualité? On parle de mettre en place un nouveau dispositif de marquage des bières qui va permettre à l'État d'avoir des recettes supplémentaires. Est-ce que vous n'avez pas les mêmes appréhensions que les autres sur ce que cela pourrait se répercuter sur le consommateur final ou bien mettre en difficulté les entreprises qui broient déjà du noir, pour emprunter l'expression de Edmond Kamgia, du fait de la crise socio-ukrainienne ou encore d'autres difficultés de ces sociétés brassières? Bon, Duval, je pense que peut-être il faudrait donner une autre orientation au débat, c'est-à-dire ne pas le présenter comme un débat savant qui ne peut être dit que par les experts. Parce que quand vous écoutez monsieur le député Samuel Motte, qui est un expert comptable et qui s'y connaît dans le domaine de la fiscalité, bon, vous avez l'impression qu'il est en train de donner un cours sur la fiscalité. Il me semble qu'il y a des gens qui nous regardent et qui ont besoin de comprendre de façon terre à terre de quoi on parle. Voilà, le marquage des biens, c'est une réforme fiscale qui est menée par l'État du Cameroun et qui voudrait ou bien qui laisse penser que les entreprises brassicoles ne déclarent pas effectivement ce qu'elles vendent
en termes de quantité de boissons. Ça veut dire qu'une entreprise brassicole peut avoir vendu, je ne sais pas, 3 millions de bouteilles, mais déclare avoir vendu 1 million de bouteilles. Et du coup, l'État décide de mettre sur pied un système de marquage à travers peut-être des vignettes. Marquage, ça veut dire l'État recrute une entreprise autonome qui est un partenaire de l'État sur la base d'un contrat privé, lequel partenaire de l'État va accompagner le processus de marquage, c'est-à-dire c'est ce partenaire de l'État qui est un peu comme le représentant de l'État derrière les entreprises brassicoles. Pour aider à compter les bouteilles. Voilà, c'est quelqu'un qui vient compter les bouteilles pour démontrer que, pour être sûr que désormais les entreprises brassicoles ne mentent plus à l'État en termes de recettes fiscales. Bon, maintenant, ce qui va se passer, c'est que l'État parle d'un processus de marquage. Donc, ça va se passer exactement comme en 2022, non, ou bien en 2012, en ce qui concernait les spiritueux, autres liqueurs, whisky et tout, où l'État a mis sur pied un système de vignettes et lequel système de vignettes permettait d'avoir une traçabilité sur les quantités vendues. Et du coup, l'État pouvait faire opposer aux entreprises spécialisées dans les ventes de liqueurs les quantités effectivement vendues. Donc, en fait, l'État est dans un processus d'optimisation de recettes fiscales, je dirais même de lutte contre la fraude fiscale. Ouais. Je pense qu'on peut concéder ça à l'État. Ouais. Un État qui prend soin de mettre sur pied des mécanismes pour s'assurer que les impôts sont payés sans être frauduleusement minorés. Maintenant, la vraie question même n'est pas à ce niveau, parce que dans tous les pays du monde entier, les États mettent sur pied des systèmes pour s'assurer que les gens payent le juste impôt sans tricher. Le problème, c'est que la façon dont ça se passe au Cameroun donne à penser qu'il y a des entorses à plusieurs niveaux. D'abord, en ce qui concerne le mécanisme même d'attribution de ce marché à l'entreprise suisse. Il me semble quand même que c'est un marché assez important. L'entreprise suisse, contrairement à ce qu'a dit monsieur le député Monde, n'est pas la seule entreprise qui est spécialisée dans le marquage des produits destinés à la vente commerciale dans le monde. Il y en a plusieurs. Donc la logique aurait voulu qu'il y ait un appel d'offres. Mais dans le cas d'espèce, il n'y a pas eu d'appel d'offres. Il s'est agi d'une négociation de gré à gré avec l'État du Cameroun et cette entreprise qui a été recrutée et qui, un matin comme ça, les Camerounais la découvrent comme un cheveu dans la soupe. Donc ça pose déjà un véritable problème à ce niveau. À côté de ça, vous avez donner le contenu je pense que ça doit être l'article 27 de la note de cadrage budgétaire. Le paragraphe 27. Voilà, le paragraphe 27. Voilà. Donc, la note de cadrage budgétaire, en fait, met sur pied un mécanisme pour ne pas asphyxier les entreprises, davantage asphyxier les entreprises à travers les impôts. Tout simplement parce que le contexte économique camerounais subit des influences sur le plan local, mais également sur le plan extérieur qui font en sorte que les entreprises ont beaucoup de difficultés à être en capacité de produire de bons résultats. Donc maintenant, quand vous mettez sur pied un système de marquage à travers une entreprise privée étrangère, voilà, qui va vendre ses services, parce qu'il faut le dire, le marquage sera vendu aux opérateurs brassicoles camerounais, parce que ce n'est pas gratuit. Il me semble quand même que l'État a un mécanisme de contrôle fiscal. C'est prévu dans le Code général des impôts. C'est prévu, appuyé par la loi de finances. Donc, l'État a les moyens de vérifier, déjà, les moyens légaux, de vérifier que les entreprises brassicoles déclarent effectivement les chiffres d'affaires réels. Bon, maintenant, si vous estimez que votre système législatif n'est pas assez bon, vous ne pouvez pas imaginer un mécanisme de contrôle qui met plutôt à la charge des entreprises brassicoles les coûts créés par l'État. Parce qu'en fait, l'État, sans le dire de façon explicite, l'État est en train d'avouer sa forfaiture, son incapacité à pouvoir mettre sur pied un mécanisme fiscal ou bien à pouvoir utiliser de façon efficace le mécanisme fiscal de contrôle qui existe déjà. Donc la question, c'est maintenant, un État qui est défaillant, doit-il mettre les conséquences de sa défaillance sur la tête des entreprises qui n'y sont pour rien? Moi, je pense que non. Vous avez posé la problématique du coût de ces prestations-là. Parce qu'il faut le rappeler, il y a des réserves qui ont été formulées par des entreprises brassicoles. Les entreprises disent, nous avons un appareillage interne qui nécessite d'être modifié et les coûts de modification sont énormes. Bon, j'apprends à travers Jean-Robert Wafo qu'apparemment l'entreprise suisse va installer un dispositif, je ne sais pas si ce sera des logiciels, mais en tout cas il y aura un dispositif qui va être installé dans le système de la machination technique des entreprises par l'entreprise suisse aux frais
des opérateurs brassicoles. Oui. Mais je pense que ça pose un véritable problème. Ça pose un problème parce qu'à la fin, il faut bien savoir que les entreprises commerciales ne sont pas là pour faire du social. Les entreprises sont là pour faire du chiffre d'affaires et partant du bénéfice. Mais quand une entreprise se retrouve, du fait de l'État, en train de dépenser plus d'argent pour cette opération de marquage, mais vous pensez que l'entreprise acceptera de prendre à sa charge le coût supplémentaire? Bon, on a dit tout à l'heure sur le plateau que les prix de la bière ou bien de toutes les boissons sont homologués par le ministère du Commerce. C'est vrai. Mais en même temps, dans un système, une économie de marché, vous ne pouvez pas empêcher une entreprise qui a investi d'imputer cet investissement dans le coût définitif du produit qui est supporté par le consommateur final. Tout à fait. Donc en fait, l'État ne l'a pas dit de façon précise. Il s'agit d'une réforme qui à la fin va peser dans la poche des Camerounais. Parce que je ne vois pas par quel mécanisme on peut ne pas empêcher que le prix de la bière soit augmenté. Je ne vois pas par quel mécanisme. Et vous allez voir aussi que l'explication que les représentants de l'administration donnent, c'est une explication qui ne prend pas en compte les vraies données du problème. On parle de façon vague d'optimisation des recettes fiscales. Mais on ne dit pas clairement que les conséquences de l'optimisation des recettes fiscales, au regard de tout ce qui sera investi en termes de coûts, en termes de matériel, qui aura un coût supplémentaire supporté par les entreprises brassicoles et qui sera imputé à la fin aux consommateurs. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut pas... Et si... C'est vrai qu'on est dans un pays où la logique de la concertation n'a pas sa place, tout simplement parce qu'on a un régime ou bien un gouvernement qui use des pouvoirs régaliens dans tous les sens et qui est capable d'étouffer un mouvement de contestation des opérateurs brassicoles alors qu'ils sont dans leurs droits. Parce qu'un opérateur brassicole qui dit « moi j'entends augmenter le prix de la bière parce que j'ai des coûts supplémentaires que l'État m'a imposés », eh bien cet opérateur brassicole, il est dans son bon droit. Bon, maintenant, j'ai également écouté le ministère, dans certains commentaires en relation avec le ministère du Commerce, dit il est également question de lutter contre la fraude, la contrefaçon et tout. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus qu'avec ce processus de marquage des bières, on n'aura plus les bières contrefaites au quartier, fabriquées dans je ne sais même pas si je peux appeler ça des ateliers, fabriquées dans des chambres, des salles artisanales par des gens de mauvaise foi. Mais revenons-en au processus au marquage à travers la vignette des vins spiritueux depuis 2012. Ouais. Allez voir le nombre de contrefaçons qu'il y a sur le marché. Et toutes les contrefaçons ont les mêmes vignettes que les produits authentiques. Tout à fait. Les mêmes vignettes. Ouais. Donc, alors c'est curieux. Voilà, donc, moi, je m'interroge, je me pose la question de savoir, à la fin, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche à la fin? On a un État qui a des niches budgétaires qui peuvent être jugulées afin de créer des économies budgétaires pour l'État. Mais ce n'est pas normal qu'en même temps que l'État continue, ou bien que les dignitaires du régime continuent de maintenir un train de vie énorme. Regardez par exemple le coût de la maison de fonction du président du comité du Conseil économique et social. Mais attendez, l'État doit trouver les moyens. L'État doit trouver les moyens de réduire d'abord ses charges. Parce que l'une des façons d'inciter le peuple camerounais a accepté de payer l'impôt de façon... C'est d'abord sûr que... Oui, il faut voir si l'exemple vient dans le sujet. L'État doit faire des efforts. Quel exemple vient là-haut? Vous ne pouvez pas, dans un système où il y a des tensions, il y a la vie chère. Prenez l'exemple. Ce matin, ma fille me disait qu'un neuf, ça coûte... J'ai dit ma fille, c'est pas mon épouse qui me l'a dit. Ma fille me disait qu'un neuf coûte désormais 125. Oui. Vous voyez, l'œuf ça coûtait 75 francs il y a, je pense, 6 mois. Ouais. Et c'est pratiquement la même chose pour tous les produits de consommation courante. Donc, comme pour dire que les Camerounais font au jour le jour face à un environnement de pression, de consommation qui les amène à dépenser plus pour vivre, alors qu'ils ne gagnent pas davantage. Donc, moi, je pense aussi qu'à un certain moment, il faut un peu abandonner la stratégie de l'entourloupe, parce que ce que le régime fait, c'est de l'entourloupe. On est en train de cerner fiscalement le consommateur camerounais à tous les niveaux. À tous les niveaux. Mais imaginez-vous, vous avez une thématique qui va concerner les OTS. Mais vous avez des OTS, des enseignants qui consomment aussi la bière. Mais ils ne reçoivent même pas les prix, mais ils vont payer les bières. Ils seront obligés de payer la bière à un prix qui sera beaucoup plus cher. Est-ce que c'est normal? Duval, je voudrais préciser que lorsqu'on analyse les conséquences ou bien le modus operandi
n'est-ce pas, de ce dispositif qui va être installé dans les outils de production. Lorsqu'on parcourt la correspondance de l'honorable Jean-Michel Nithieu, qui a essayé d'avoir des informations beaucoup plus précises en interpellant le ministre des Finances, on a peur qu'on soit là dans un projet qui risque de déboucher sur un autre gros scandale comme celui de Glencore. Vous vous souvenez que dimanche dernier, on recevait le bâtonnier Akere Mouna sur le plateau de La Vérité en face, et il a fait des révélations assez graves sur ce que le Cameroun a perdu pendant la dernière décennie dans ces opérations de corruption qui impliquaient Glencore. Il nous a expliqué que Glencore, en 2017, 2018, 2019, 2020, a acheté du pétrole camerounais à 10%, 20%, 30% de décote par rapport au prix mondial. Il y a une autre entreprise, un autre trader, je vais retrouver le nom tout à l'heure, qui a acheté le pétrole camerounais à 70% de décote. Alors, lorsqu'on regarde le chiffre, par exemple, du pétrole camerounais en 2022, le Cameroun a vendu pour 900 milliards de francs CFA de pétrole. Lorsqu'on applique cela, n'est-ce pas, aux chiffres, aux taux qui ont été indiqués par le bâtonnier Akere Mouna, ça donne des frissons. Oui, je vais répondre à cette question, mais par rapport à la thématique précédente, je vais juste dire un mot et interpeller le gouvernement, interpeller les ministères concernés, notamment le ministère du Commerce et l'ensemble des ministres, des départements ministériels qui peuvent être préoccupés par cette question, de faire très attention par rapport au contexte sociopolitique actuel, qui n'est pas du tout bon depuis un certain nombre d'années. Et nous connaissons toutes les difficultés, je l'ai souligné dans mon propos liminaire, que connaissent les entreprises camerounaises, que connaissent les Camerounais, les citoyens qui payent les contribuables. Sa situation est très difficile, très difficile. C'est pour dire qu'il est important que le gouvernement revisite cette question-là, pour éviter que la quête de l'optimisation des recettes fiscales asphyxie et tue les entreprises, notamment les entreprises brassicoles en ce moment. On a évoqué les problèmes réels de coûts supplémentaires, des répercussions même sur les consommateurs finaux. Il est important de revoir cela pour que ça ne crée pas de nouvelles tensions sociales, économiques dans ce pays. Maintenant, sur la question de Glencore qui revient avec beaucoup de vigueur depuis quelques temps, notamment avec le bâtonnier Akere Mouna, vous savez, le rôle qu'il a joué à Transparency International, c'est un avocat qui travaille beaucoup sur la bonne gouvernance. Il a fait beaucoup de révélations. À La Vérité en face, une émission du groupe La Nouvelle Expression Equinox Télévision. Et nous avons appris beaucoup de choses concernant Glencore, n'est-ce pas, cette société, cette entreprise, ce genre de mines et du négoce des matières premières, qui a avoué des faits de corruption en Afrique et en Amérique latine. En Amérique latine, au Brésil, en Afrique, dans 5 pays, notamment le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, et récemment, on l'a vu, au Soudan du Sud, Et pour revenir sur le cas du Cameroun en particulier, qui, ma foi, dans cette affaire, pratique ce qu'on appelle la politique de l'autruche, c'est-à-dire fait semblant de regarder ce qui se passe, baisse la tête, ne réagit pas. Parce que dans cette affaire, il y a 2 sociétés nationales qui sont impliquées, au plus haut point. Et quand Glencore dit « j'ai corrompu les représentants des gouvernements des pays africains, y compris le Cameroun », cela signifie, on l'a vu dans le cadre des RDC, où Glencore s'est engagé à donner 180 millions de dollars pour réparer les pertes au gouvernement de Kinshasa. Le Cameroun fait la sourde oreille, fait comme si... Donc environ 145 milliards de francs. Environ 145 milliards de francs CFA. Et le Cameroun peut gagner plus. Ils savent seulement venir voir les... Le Cameroun peut gagner beaucoup plus. Le gouvernement ne réagit pas du tout. N'envoie personne, n'envoie même pas des avocats, que ce soit à Washington, que ce soit à Londres, pour savoir de quoi il est question, pour pouvoir rentrer dans le fond du dossier et permettre au Cameroun
au finish d'engranger des fonds, comme la RDC et d'autres pays où Glencore a reconnu avoir corrompu, c'est-à-dire n'avoir pas obtenu les accords n'avoir pas obtenu des accords sur le pétrole au prix réel, mais au prix préférentiel, en faisant en sorte que les pays en question, les pays africains en question ont perdu des centaines de milliards. C'est le cas du Cameroun. Pourquoi est-ce que le Cameroun ne bouge pas, ne recherche pas à obtenir, comme d'autres pays africains, n'est-ce pas, à récupérer ces centaines de milliards qu'il a perdus et qui peut aider? On va aborder un sujet tout à l'heure dont on a évoqué un peu, les enseignants, à résoudre le problème des enseignants, à résoudre beaucoup de problèmes concernant les Camerounais et dans de multiples domaines, avec ces centaines de milliards que nous pouvons engranger. Ça nous appartient. Parce que Glencore a dit, j'ai corrompu et je suis prêt à dédommager. Et je voudrais également dire dans cette affaire que le Cameroun joue sur sa crédibilité, sur son image dans cette affaire, à travers la politique de l'autruche, à travers son silence, à travers son manque de volonté de se repositionner à l'international dans ce dossier pour montrer qu'après tout, si nous avons eu des représentants qui ont été corrompus et que Glencore reconnaît qu'ils vont nous donner de l'argent, mais prenons cet argent, ça nous revient, ça appartient au peuple camerounais, ça appartient, n'est-ce pas, à l'ensemble des contribuables. Je voudrais terminer sur ce point du Val-Fangwa pour dire que je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce que depuis que cette affaire Glencore a démarré, le gouvernement ne bouge pas beaucoup, ne donne pas l'impression de rechercher la vérité, ne donne pas l'impression de récupérer l'argent qu'il a perdu, ne donne pas l'impression. Et je voudrais rappeler une chose qui est très importante. Le Cameroun est membre de la plateforme ITIE, l'initiative de transparence dans les industries extractives. Nous avons un devoir de transparence. Mais le comportement du gouvernement camerounais dans cette affaire montre que nous ne montrons même pas les qualités d'un État membre de l'ITIE qui doit être transparent dans ses procédures, dans ses accords, en ce qui concerne la gestion des ressources pétrolières, en ce qui concerne la gestion des ressources gazières et minières. Et c'est dommage. Alors, je reviens à vous tout à l'heure, Nora. Je voudrais d'abord avoir l'avis de Jean-Robert Wafo là-dessus. Jean-Robert Wafo, voilà une affaire qui a déclenché depuis plusieurs mois maintenant. Glencore reconnaît avoir versé des pots de vin à hauteur d'environ 7 milliards de francs CFA. Jusqu'ici, il n'y a pratiquement aucune initiative qui a été prise dans le sens de faire la lumière sur la question. C'est vrai qu'il y a une note de l'administrateur directeur général de la SNH qui avait annoncé ouvrir des enquêtes en interne pour savoir exactement, qui avait annoncé, n'est-ce pas, qui avait indiqué, voilà, qu'il fallait ouvrir des enquêtes pour faire la lumière sur cette question-là. On apprend qu'on a perdu des milliards de francs CFA. Cela suscite une indignation sans qu'il y ait une réaction officielle du gouvernement. Est-ce que cela se justifie? Avant de prendre cette question, permettez-moi d'abord très très rapidement de revenir sur la dernière thématique. Je vais dire, Maître Désiré Sikati a fini par poser la question, finalement ça profite à qui? L'honorable Nintio, dans sa sortie, a révélé qu'il lui est revenu que la pression est mise pour que ce marquage soit fait par la société SICPA, que la pression est mise, donc qu'il y a un membre de la famille présidentielle qui est en train de faire feu de tout bois pour que cette nouvelle disposition soit inscrite dans la loi de finances. Et moi je dis, quand un député fait cette déclaration... Le nom? Oui. Il est membre de la famille présidentielle. Autre chose, le nom, il appartient, n'est-ce pas? Dans un pays normal, on devrait ouvrir une enquête sur cette affaire. De toutes les façons, l'honorable a saisi par correspondance DHL, il a dit, le ministre des Finances, pour qu'il lui donne les conditions d'attribution de ce marché comprenant la réglementation en vigueur, qu'il lui fasse tenir ce contrat. Il a également demandé au ministre des Finances si ces services ont mené des enquêtes
sur la réputation de la société. Et la correspondance date du 29 septembre. Du 29 septembre. Donc, et pas de réponse jusqu'ici. Jusqu'ici, il n'y a pas de réponse. Et de toutes les façons, c'est encore un projet. C'est un projet sous cap. C'est pas encore donc c'est pas encore contenu dans la loi des finances, mais ce sera tout comme. Et j'espère que l'honorable Motte va se lever à l'Assemblée nationale pour se braquer contre cela, au cas où cette réforme est donc inscrite dans la prochaine loi des finances. Maintenant, ce qui concerne l'affaire Glencore, le 237, c'est-à-dire il y a vraiment des sorciers ici. Il y a des sorciers dans ce gouvernement. Je n'ai pas dit que tous sont des sorciers, hein, mais j'ai dit il y a des sorciers. Glencore reconnaît avoir corrompu à hauteur de 7 milliards de francs CFA. Ça n'est rien aux gens. Même pas aller porter plainte. Même pas saisir une juridiction. Rien du tout. Les gens restent tranquilles. Mais Edmond Kamgé a pris l'exemple de la RDC, qui pour avoir saisi une juridiction, dans l'arrangement d'amiable, Glencore a versé 146 milliards de francs CFA. Et le bâtonnier Akere Mouna précise que en fait, par rapport à ses attentes, parce qu'il faut rappeler qu'il est conseiller auprès du gouvernement de RDC, justement sur les questions de bonne gouvernance. Il estime que c'est très en dessous de ce que lui, il aurait obtenu si on l'avait écouté dans cette affaire. Tout à fait, parce que vous avez parlé de 900 milliards de francs CFA. Ça veut dire que si la RDC a pu obtenir 146 milliards de francs CFA, ça veut dire que si le Cameroun est vraiment saisi une juridiction, on sera dans les 300 milliards de francs CFA. Ouais, okay. Ah, mais écoutez, mais qu'est-ce que vous avez à faire avec les industries brassicoles? Marquage de vignettes. Allez chercher l'argent là-bas. Allez chercher l'argent là-bas. On vous dit, si vous saisissez seulement, vous aurez 300 milliards de francs CFA. Vous restez là, la politique de l'autruche, vous mettez vos têtes dans le sol pour aller asphyxier, n'est-ce pas, les industries brassicoles. Mais arrêtez ça. Il faut arrêter. J'ai l'impression qu'il faut neutraliser les sorciers. C'est un sorcier qui se trouve dans ce gouvernement. C'est quand même incroyable. On vous dit de saisir juste. Saisissez juste. Vous avez 300 milliards de francs CFA au minimum. D'après ce que le bâtonnier Akere Mouna a dit. Vous êtes incapable de saisir une juridiction. Mais il faut arrêter ça. Et quand je pense, puisqu'on va revenir, donc puisqu'on viendra sur ce sujet, quand je pense que OTS, que les effets financiers des revendications OTS, c'est 180 milliards de francs CFA. Vous dites que vous avez payé 54 milliards. Mais allez saisir une juridiction, puis vous faites 300 milliards de francs CFA. Et vous sortez, c'est 130 milliards qui restent, et puis vous réglez les OTS. Mais finalement, le pays est devenu quoi? Mais il faut arrêter. Honorable Samuel Motte, lorsqu'on écoute cette affaire de Glencore, et on se souvient qu'on a quand même dans notre pays, je pose la question au député que vous êtes, une loi, la loi de 2018 qui porte au code de transparence et de bonne gouvernance, qui est, n'est-ce pas, une loi censée garantir une gestion transparente des ressources publiques dans notre pays. Lorsqu'on écoute toute cette affaire autour de Glencore, on se demande finalement, ça sert à quoi ces lois que vous adoptez à l'Assemblée nationale? Mais écoutez, quand on vote une loi, c'est un cadre normatif que l'on met sur place. Oui. Hein? Et d'ailleurs, si vous voyez pour la fin des dispositions, on dit toujours qui enfreint la loi encourra telle ou telle sanction. C'est parce que déjà, en concevant le dispositif, on s'imagine bien qu'il y a un petit malin qui va essayer de passer par les mailles. À travers les mailles du filet. Mais je voudrais également, pour revenir, effectivement, peut-être un petit clin d'œil sur le sujet de tout à l'heure, Maître Sikati, pardon, si j'ai tenu à dire les propos que j'ai tenus, c'était effectivement pour vous empêcher de dire des choses qui auraient pu être désagréables pour le débat. Et donc, effectivement, là, je suis très, très rassuré de voir que vous-même, vous avez reconnu qu'il est important que l'administration fiscale essaie d'améliorer son dispositif de recouvrement. Et en la matière, justement, je peux vous assurer que les chiffres que nous avons à notre disposition nous montrent que c'est une organisation qui est plutôt performante. Après, maintenant, les autres problèmes qui sont soulevés par Jean-Robert Wafo, je ne reviendrai pas là-dessus parce que très souvent, Jean-Robert Wafo, j'ai du mal à le saisir. Maintenant, pour ce qui est de Glencore,
Attendez, mais il y a effectivement une révélation qui a été faite, c'est le seul fait que nous avons à la date d'aujourd'hui. Après, maintenant, est-ce que le gouvernement camerounais décide à un moment donné de poursuivre des gens qui pourraient être inquiétés dans le cadre de ce processus-là? Très bien. Nous pensons que également ça participe de la transparence. On ne l'a pas fait jusque-là, ça ne veut pas dire qu'on se réserve de ne pas le faire. On le fera, peut-être au moment opportun. Mais je voudrais également, parlant effectivement des pertes éventuelles, ces pertes-là ne sont pas nécessairement avérées. Parce que là également, il va m'accuser de revenir vers le regard du spécialiste. Avoir payer quelque part des pots de vin pour avoir une position de faveur ne veut pas nécessairement dire que la personne chez qui vous achetez ou à qui vous vendez le produit, vous mettez en défaut un certain nombre de ses intérêts. On peut acheter un marché tout simplement parce qu'on absolument veut le gagner. Et à ce moment-là, le coût de l'achat, de la corruption, on l'intégrera dans sa propre marge. Mais ce ne doit pas nécessairement dire qu'il y a une position de faveur qui va remettre en cause les intérêts des autres. Et dans le cas de 145 milliards de RDC qui auraient été payés à la RDC... Qui a été payé? Qui aurait été payé à la RDC. Qui a été payé? Qui aurait été payé à la RDC. Qui a été payé? C'est moi qui parle, Jean-Robert Wafo. Ça peut également être le fruit, je ne sais pas moi, d'une compensation morale qui peut être s'opérer. Parce que tout à l'heure, là également... Non, mais ça a été clairement libellé qu'il s'agit des dommages qui ont été payés à la RDC. Oui, mais des dommages, ça peut être également un préjudice moral. Il y a un avocat qui est sur le plateau. Parce que là, tout à l'heure... Attendez. Lorsque vous avez parlé tout à l'heure de décote, Maître Akédo Mouna ne peut pas dire le pétrole du Cameroun a été décoté par rapport au cours mondial international, par rapport au cours mondial, et donc de ce fait-là, il y a un préjudice nécessaire. Ça, par contre, il faudra le prouver. Je voudrais seulement rappeler que la valeur de référence en matière de cote des produits pétroliers, c'est le Brent. Et par rapport au Brent, tous les autres pays au monde sont décotés. Parce qu'on considère que c'est le produit de référence. Quand vous prenez par exemple les produits qui viennent du brut qui viennent de l'Oural, nous sommes en Russie. Les décotes entre janvier 2022 et janvier 2023, mais c'est hallucinant. Cette décote-là est partie de 3,7 $ à 26 $. Donc ces produits sont tous décotés. Après maintenant, dans le cas d'un discours altermondialiste, on va dire pourquoi est-ce que c'est le prix. De 3,5 à 26 à 26 $. Oui. Bon, ça a été décoté. Il y a donc des côtés. C'est l'inverse ou bien c'est quoi? Vous n'avez pas compris. La décote elle-même, elle est passée de 3 $ à 26 $. C'est la décote elle-même. Voilà, qui a évolué. Et vous avez vu, c'est de manière exponentielle. Oui. Donc on décote nécessairement. Maintenant, est-ce qu'on a décoté dans le cadre de ce qui peut être considéré comme étant raisonnable? Ça également, lorsqu'une enquête éventuelle va être ouverte, à ce moment-là, on pourra poser... Mais il vous parle des fruits de son enquête à lui qu'il a mis. Non, mais il ne peut pas le dire. Parce que dans le cadre également de la vente du pétrole du Cameroun, attendez très bien, il y a toujours des appels d'offres qui sont lancés. Ah bon? Si. Ça, par contre, je peux l'attester. Il y a des appels d'offres qui sont lancés et l'idée même de corrompre vient de ce que, à partir du moment où je me suis trouvé en situation concurrentielle, je vois très bien qu'il y a quelqu'un par rapport à moi qui peut me remplir la mise, donc il faudra qu'il me donne un certain avantage. Pratique totalement condamnable, que je voudrais condamner ici. Mais je veux dire, effectivement, le fait qu'on se trouve dans une situation de concurrence donne à un certain nombre de personnes, un certain nombre de faits que la République va nécessairement condamner. Les 7 milliards sont issus de cela. Mais, après maintenant, c'est une autre chose que de dire quel est le manque à gagner que le Cameroun peut demander à la matière. Mais c'est ça le résultat des enquêtes. Non, les 7 milliards... Attendez, les 7 milliards, c'est le fruit de la corruption. Oui. J'ai donné 7 milliards pour qu'on puisse m'accorder une... Et maintenant, il y a ce qu'il a gagné, lui. Oui. Au détriment du Cameroun. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si le pétrole coûtait... Attendez. Ça veut dire que si le pétrole... Ça veut dire que si le pétrole... Ça veut dire que si le pétrole était vendu à 1000... Donc à 100 francs sur le marché financier, donc sur le marché international, quand on parle de décote de 30%, ça veut dire que le Cameroun a plutôt vendu ça à 70 francs. Si on parle de décote de 70%, ça veut dire que pendant qu'on vendait ça à 100 francs sur le marché, mais c'est que le Cameroun vendait ça à 30 francs. Je suis en train de vous dire ceci. C'est ce que ça veut dire. Pour que les gens comprennent terre à terre au Cameroun. La différence pour l'entreprise de Glencore. Non, attendez, donc, je voudrais encore expliquer.
il n'y a pas un marché au monde où on donne le prix du pétrole qui est extrait à Bakassi. D'abord, on extrait quoi? Attendez. D'abord, on extrait combien de barils là-bas? Le pétrole qui est extrait à Ibomé. Il n'y a pas un marché mondial où on fixe le prix du pétrole qui est extrait en RDC ou en Angola. Le prix de référence, c'est le Brent. Oui, mais et c'est le prix. Comment? Dans les marchés financiers. Et par rapport à ce Brent-là, tous les autres produits sont de côté. Tous les autres produits au monde par rapport au Brent sont de côté. Après maintenant, est-ce que c'est une des De l'ordre de... Je ne peux pas vous donner de valeur. Là, vous voyez, c'est tellement, ça fluctue tellement. Et donc, vous pouvez arriver à une situation de dire, là par exemple, il y a une perte pour la personne qui a vendu, peut-être parce qu'elle a des cotes par rapport à une autre position concurrentielle qu'on aurait ignorée du fait de la corruption. Par rapport à cette deuxième position concurrentielle, on a perdu de l'argent. Mais je vous dis, ne partez pas nécessairement du fait que ça a été de côté pour pouvoir tirer les conclusions qu'on a perdu de l'argent. L'ensemble des produits au monde, à partir du moment où ce n'est pas le Brent, font l'objet de côtes. Mais dans le cas de cette côte-là, ce n'est qu'une procédure éventuelle. Non, vous faites dans la phraséologie. Il faut c'est ça. Une fois qu'elle aura été engagée, qui nous permet de voir effectivement que le préjudice éventuel que la République du Cameroun a dû subir. Bien entendu, je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, la plupart de ces sociétés-là, j'ai vu, la SNH a demandé qu'une enquête soit ouverte, la SONARA a demandé qu'il y ait une enquête qui soit ouverte. Après maintenant... Le gouvernement, pas du tout. Pourquoi ne donc pas ouverte cette enquête? Pourquoi ne donc pas ouverte cette enquête? Cette opportunité de poursuite-là, on attendra le temps nécessaire. Quel temps nécessaire? Le Cameroun décide de le faire. Très bien. Quelle est votre analyse de cette actualité, Maître Désiré Sikati? D'abord sur les conclusions de l'enquête de Maître Akéry Mouna, qui estime dans ces nouvelles révélations qu'il a découvert qu'il y a des entreprises qui achetaient très moins cher le pétrole camerounais pour le revendre normalement au prix fixé par le marché international et donc avec des bénéfices énormes engrangés au détriment du Cameroun. Bon, Duval, j'ai envie de dire que lorsque vous mettez ça dans la lignée du scandale de corruption de Glencore, vous comprenez que Maître Akéry Mouna, qui, disons-le, il n'est pas seulement avocat, il est spécialiste des questions de gouvernance et de transparence. D'ailleurs, il me souvient qu'il était président de Transparency. Et membre fondateur de Transparency Cameroun. Donc, en fait, je ne vois pas trop pourquoi est-ce qu'on devrait contester ce qu'il dit, parce qu'il est dans son domaine. Donc, a priori, quand j'écoute un expert s'exprimer avec autant de perspicacité dans un domaine qui est le sien, je suis tenté de penser que ce qu'il dit est vrai. Donc, le député Samuel Motte est certainement aussi un érudit dans son domaine, mais je pense aussi qu'il est en train de dire la messe de sa chapelle. Il ne peut pas venir louer les vertus des dénonciations de Maître Akéry Mouna. C'est normal qu'il veuille prendre le compte privé d'Akéry Mouna parce que forcément, il est dans la position de défense du gouvernement. Bon, moi, je comprends aussi l'émotion, et même surtout la colère, l'émotion de Amon Kamga, mais surtout la colère de Jean-Robert Wafo, parce qu'on se pose quand même la question de savoir comment ça se fait que dans un pays où on a un code de transparence et de bonne gouvernance sur les finances publiques, que le scandale de Glencore, qui est un scandale de dimension mondiale, parce qu'il faut quand même rappeler que Glencore a été condamné pour ses activités liées à la corruption en Afrique. Oui. Glencore a été condamné au Brésil, ils ont fait passer des accords avec la justice brésilienne pour payer beaucoup d'argent, ils ont été condamnés aux États-Unis, condamnés au Royaume-Uni, et partout où ils ont été condamnés, ce n'était pas pour des actes de corruption commis au Royaume-Uni ou bien aux États-Unis, mais c'était pour des actes commis en Afrique. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres en Occident dénoncent ce que nous-mêmes ne venons pas dénoncer chez nous. Et Glencore, dans le cas du Cameroun, a avoué avoir corrompu la SNH et la SONARA à hauteur de 7 milliards de francs CFA. C'est-à-dire des fonctionnaires ou bien des employés, des hauts employés de ces entreprises-là, pour bénéficier d'un certain nombre de largesses au Cameroun. Donc, et lorsque vous posez le problème comme ça, vous comprenez donc qu'il est possible que
le pétrole camerounais soit vendu au rabais. Parce que la décote, c'est ça, c'est encore un terme savant. Mais quand on parle de décote, il est question de dire que le pétrole camerounais, d'après Maître Akele Mouna, qui dit bien qui est dans son domaine, parce que mettre en lumière le scandale de Glencore en relation avec le Cameroun, c'est Maître Akele Mouna qui l'a mis en lumière. Ouais. Donc, je dis, il serait sur ce plateau que je ne suis pas persuadé que l'éminent député Samuel Motte parlerait de cette façon, parce qu'Akele Mouna, il a j'ai eu cette discussion-là avec Akele Mouna, pour tout vous dire. Bon, mais moi je dis, quand j'écoute Akele Mouna, je l'écoute avec beaucoup de conviction sur le bien fondé de ce qu'il dit, de la même façon que je vous écouterai en dehors du cadre politique, peut-être sur les questions fiscales, parce que c'est votre domaine et vous y connaissez très bien. Donc, Maître Sikati, s'il vous plaît, il est avocat. Effectivement, il peut annoncer des chiffres. Mais là, premièrement, dans le cas de la République démocratique du Congo, vous voyez très bien qu'il y a une aimanté. Il lui pensait qu'il allait collecter 900 millions. Non, c'est les autorités. Ça, c'est le fruit d'un arrangement. Non. Un arrangement il a le droit d'être optimiste. Entre la RDC il a le droit d'être optimiste. Et Glencore. Et voilà. Maintenant, dans un arrangement, il va de soi que le préjudice qui est réparé n'est pas forcément le préjudice réel. Oui. Ça dépend de l'entente des parties. Voilà. Et puisqu'on parle de la RDC, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose. Ça veut dire, puisqu'on parle de la RDC, la différence entre la RDC et le Cameroun, c'est qu'en RDC, vous avez un nouveau régime. Vous avez un président qui estime qu'à l'époque de cette corruption-là, ce n'est pas lui et ses collaborateurs qui étaient aux affaires. Donc du coup, il pense que si il engage des actions judiciaires contre ceux qui ont été corrompus par Glencore au Congo, ces actions ne peuvent pas éclater son gouvernement. Mais au Cameroun, ce qui se passe, c'est que ceux qui ont été dans les actes de corruption avec Glencore, c'est eux qui sont aux affaires. Donc ça veut dire que vous engagez des procédures judiciaires, les premières personnes à être éclaboussées seront ces personnes qui sont aux affaires. Et à ce moment-là, on se pose la question de savoir, est-ce qu'il est possible donc d'avoir une justice dans le cadre de l'affaire Glencore, alors que ce régime est toujours là? Parce que les autres pionniers de la corruption au Cameroun, ils sont toujours aux affaires. Voilà, donc, Akele Mouna a quand même posé des problèmes qui sont d'une évidence battante. Voilà, donc, et la vraie question, c'est, parce que ce qu'on demande au Cameroun, Akele Mouna, ce qu'il est en train de demander, en fait, c'est qu'il demande au voleur de se dénoncer lui-même et de se juger. Et nous savons tous que sur le plan, que ce soit techniquement, moralement, c'est pas possible. Voilà. Ça aurait été le régime de Kabila qui serait encore aux affaires au Congo, que je crains que ça se passerait de la même façon qu'au Cameroun ou bien au Nigeria. Bon, le Nigeria, il y a un changement de président, mais on voit très bien que la population nigériane pense que c'est une continuité du régime, avec cette politique d'omerta sur les actions corruptives du régime passé. Donc, ce qui va se passer au Cameroun, c'est pratiquement la même chose. Donc, on est en face d'un régime qui fait passer des lois pour satisfaire les volontés des institutions financières internationales. Parce qu'en fait, la loi de 2018 sur la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des finances publiques, c'est une loi qui a été mise sur pied au Cameroun, pas parce que le régime était convaincu qu'il fallait mettre sur pied cette loi-là, c'est parce que les institutions de Bretton Woods ont dit au régime, eh bien, pour que vous preniez davantage, on met de l'argent à votre disposition, mettez sur pied, sur le plan interne au Cameroun, un dispositif législatif qui nous demande que vous voulez bien gérer, bien gouverner, bien gérer l'argent du contribuable camerounais, les finances qui sont mises à votre disposition. Donc ce qui va se passer, en fait, c'est que Glencore, au moment où nous sommes en train de parler, continue. Parce que c'est toujours, ils sont toujours dans les micmacs avec certains hauts fonctionnaires camerounais. Est-ce que vous savez que le Cameroun achète même, parce qu'il y a tellement de choses surprenantes dans la façon de gouverner au Cameroun. Est-ce que vous savez que le Cameroun achète du pétrole à des pays qui n'en produisent pas? Ça veut dire oui, mais le Cameroun achète du pétrole à plusieurs pays qui n'en produisent pas. Des pays qui achètent ailleurs et viennent revendre au Cameroun. Donc il y a, même quand vous prenez le domaine du pétrole, finalement le budget du pétrole est rentré dans les finances publiques sous, je dirais même pas une recommandation, sous instruction ferme du FMI et de la Banque mondiale. Oui. Parce qu'à l'époque, on disait au Cameroun, vous n'atteindrez pas le plan d'ajustement structurel et la mise des fonds à votre disposition tant que vous ne budgétisez pas les recettes pétrolières. À l'époque, on disait que les recettes pétrolières font partie de la caisse noire de la présidence de la République. Donc vous comprenez que les questions de pétrole au Cameroun ont toujours été des questions nébuleuses.
des questions où on ne veut pas de transparence. Des questions qui sont de la chasse gardée. Mais regardez même à la SNH. Est-ce que vous imaginez que le directeur général de la SNH, le directeur général de la SNH, je nomme pas son nom, on le connaît, mais son épouse est directeur du contentieux. Vous imaginez ça? Quelqu'un est le chef d'une entreprise, sa femme est le chef du contentieux. Est-ce que sur le plan du management de l'entreprise, sur le plan de l'éthique, de l'éthique et de la gouvernance de l'entreprise, oui, et ça, la SNH, c'est dans l'entreprise qui gère le pétrole du Gabon. Vous ne trouvez pas ça suffisamment grave? Alors, je voudrais qu'on avance. Vous ne trouvez pas ça grave? Là, écoutez, la révélation que vient de faire Maître Sikati, ou le directeur de la SNH, juste pour que cette notion de fait, c'est son épouse, puisque qui est chef du contentieux, vous ne trouvez pas ça grave? Elle n'est pas chef, elle est directrice. Nous sommes là dans le sciences de communication et d'information pour que la notion de perte pour le vendeur puisse être bien comprise. Je vais vous prendre un cas de figure. Vous avez, dans le cas des appels d'offres, et c'est pour ça, en plus, comparaison n'est vraiment pas raison. Vous ne savez pas les conditions dans lesquelles, en RDC, on vend le pétrole. Au Cameroun, systématiquement, il y a un appel d'offres. Il y a un appel d'offres. Si, systématiquement. Mais sortez. Attendez. Moi, j'ai jamais vu un appel d'offres. J'ai jamais vu un appel d'offres. C'est des appels d'offres internationaux. Attendez. Même les simples recrutements. Même les affichages à la SNH. Même les avis de recrutement, on ne publie pas. Attendez. À la SNH, qu'est-ce que vous dites là? Ne parlons pas tous en même temps. Il y a chaque fois C'est quand même incroyable. des appels d'offres. Mais vous Attendez. avez indiqué vous-même qu'il y a des cas de force majeure où on fait le gré à gré. Attendez, non. Vous l'avez dit. Pardon. Vous avez répondu quand même. Très bien. Pas dans le cas du pétrole. Quand est-ce qu'on recrute à la SNH? Mais même là, je ne sais pas dire que quand c'est un gré à gré assumé par la haute personne qui prend la décision, on n'aura absolument rien à redire là-dessus. Attends, vraiment. Il n'y a rien. Vous avez dans le cas d'un appel d'offres, deux appels qui se présentent à vous. Et ils font les mêmes anticipations. Des cotes par rapport au Brent, il y aura toujours des cotes, 30%. Et donc, ils en arrivent à offrir, eux deux, chacun en dit, je vais acheter votre brut à $100. Chacun d'eux va dire, je vais acheter votre brut à $100. Et il y a un qui veut absolument avoir ce brut-là, et il vous glisse une enveloppe. Dans le cas d'espèce, est-ce qu'on peut considérer que l'État camerounais a perdu ou pas? Est-ce que c'est le schéma de mettre à côté mon assiette? On peut l'envisager. On glisse une enveloppe, ce n'est pas la fonction. Et c'est pour cette raison-là, si on a fait le gré, c'est député, ça. C'est pour ça que c'est dangereux, effectivement, de faire du gré à gré. C'est grave. Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans on vous glisse une enveloppe de gré à gré, là, effectivement, on peut tout vous reprocher après. Mais dans le cadre d'une procédure ouverte, où on fait effectivement un appel d'offres, et vous avez deux offreurs qui vous apportent le même prix, et qu'un par ailleurs vous a corrompu, ce sera difficile au plan du droit d'établir que la personne qui a vendu a perdu de l'argent. C'est tout simplement ce que vous voulez dire. Alors, Edmond Kamgi, on va avancer. On va avancer sur... Il y a corruption. Il y a corruption. Non, mais vous êtes député de la nation, non, mais quand même. Quand on glisse l'enveloppe, je crois que M. Sikati a compris ce que je voulais dire. Ça ne vous intéresse pas. Je ne comprends pas pourquoi la CONA a fait un rapport indiquant que 40% des recettes de l'État s'évaporent du fait de la corruption. Il y a la question des enseignants qui sont en grève depuis pratiquement un mois maintenant. Il y a le gouverneur de la région de l'Adamawa qui a trouvé la solution à cette affaire, c'est de disséminer, de disperser les mineurs dans des localités reculées. Est-ce que vous pensez que la répression est la solution pour régler cette affaire de revendication des enseignants OTS? Avant de prendre cette question, je voudrais dire un mot sur cette question de Glencore encore pour rappeler, juste à titre de rappel, que la justice britannique a condamné Glencore à verser 280 millions de livres, c'est-à-dire environ 322 millions de dollars, dans le cadre de, par le fait que Glencore a reconnu, n'est-ce pas, avoir corrompu des représentants des sociétés dans les pays africains, notamment, je citais le Cameroun, je citais la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Soudan du Sud. Et qu'il est important, je le rappelle également, que le gouvernement se presse et ne fasse pas dans la procrastination qui
ne fait avancer en rien le Cameroun en termes d'image et en termes d'argent qu'il doit engranger du fait d'un mauvais comportement de certains de ses représentants. Sur la question de l'OTS, le gouverneur de l'Adamawa, la région de l'Adamawa, s'est illustré, on l'a vu, depuis quelque temps, depuis que l'affaire a déclenché, n'est-ce pas, de faire envoyer hors, n'est-ce pas, des grandes villes, c'est-à-dire de faire envoyer dans des zones très reculées des enseignants OTS connus qui ne se cachent pas. Comme mesure, comme solution, on a même vu beaucoup de demandes d'explications sur les réseaux sociaux concernant des enseignants OTS, comme si il suffisait de faire affecter ailleurs, dans des zones très reculées des enseignants, ou alors de faire des demandes d'explications, de menacer, de harceler. On l'a même vu dans le passé comment des autorités administratives sont allées dans les établissements scolaires publics, menacer, des sous-préfets menacer des enseignants qui étaient pourtant présents dans leur salle de classe, mais qui appliquaient le mot d'ordre de craie morte. Nous pensons que ce n'est pas une solution. Ce n'est ni une bonne solution, ni une solution du tout à cette question qui a été posée par les enseignants OTS. OTS, on a trop supporté. Parce qu'effectivement, ils ont trop supporté. Ce mouvement de grève OTS démarre en février de l'année dernière. Et très vite, on a vu un communiqué, n'est-ce pas, qui est venu de la présidente de la République, du chef de l'État, à travers ses hautes instructions, qui demandait de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre à l'essentiel des doléances pertinentes des enseignants. Au jour d'aujourd'hui, que demandent les enseignants? Deux choses. Ils demandent le statut spécial des enseignants et le paiement de toute dette. Je dis bien le paiement de toute dette due aux enseignants pour toutes les promotions, toutes les catégories confondues. Ils résument tout cela à l'intérieur. Et ils estiment qu'ils ont été de bonne foi. Que c'est le gouvernement ou ses représentants qui ont été de mauvaise foi. Parce qu'il y a eu un débat sur le calendrier qui visait à appliquer les mesures, les prescriptions du chef de l'État, mais ce calendrier n'a pas du tout été respecté à la lettre. Aujourd'hui, on se rend bien compte, on a vu le ministre du Travail appeler à discuter avec certains syndicalistes, représentants de OTS, qui ont dit non, qui ont boycotté la rencontre. Parce qu'en réalité, ce n'est même pas son domaine. C'est-à-dire, l'interlocuteur ne doit même pas être le ministre du Travail. Là, ils ont un ministre de tutelle, Madame Nalava. Il y a des ministères de tutelle, il y en a au moins deux. Le ministère de l'Éducation de base et le ministère des enseignements secondaires. Très curieusement, on se rend bien compte qu'ils sont un peu indifférents, silencieux ou muets, en dehors de la fameuse conférence de presse où on a vu 7 ministres autour d'une table, parmi lesquels le ministre de l'Éducation de base, le ministre des enseignements supérieurs, le ministre des enseignements secondaires et le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, où l'essentiel des propos était de dire que le gouvernement a répondu aux attentes des enseignants. Non. La réponse a été largement insuffisante. Largement insuffisante. Et c'est parce que la réponse n'a pas apporté tous les éléments demandés par les enseignants que eux, ils ont décidé de relancer ce mot d'ordre qu'ils appellent craie morte et qui menace même, dans les jours qui suivent, de lancer un mouvement de grève. Je voudrais dire, sur la question même que vous avez posée, concernant le fait d'éparpiller les enseignants, pour les rendre incapables de se mobiliser dans les grandes villes par rapport à leur cause, c'est plutôt quelque chose de contre-productif. Et je peux l'expliquer. Historiquement, dans ce pays, chaque fois qu'on a envoyé des fonctionnaires, depuis l'époque même coloniale, dans le Cameroun français, on a vu comment le Cameroun sous l'administration française, sous la tutelle française, je pense à Félix Moumié, de regretter mémoire, ancien président de l'UPC, qui a pratiquement fait le tour du Cameroun à travers des affectations disciplinaires. Il était
patron de l'UPC, on l'a affecté à Mora, on l'a affecté à Lorodov, où il a connu son épouse de regretter mémoire. Et chaque fois qu'on l'a affecté à une nouvelle ville, il créait celui de l'UPC. Chaque fois qu'on l'a fait dans une nouvelle ville, il crée celui de l'UPC. Et c'est comme ça que le UPC s'est étendu sur l'ensemble du territoire national. Alors vous, je dis monsieur le gouverneur, vous faites fausse route. Ce sont les cellules OTS que vous êtes en train de créer partout à travers la République, à travers cette solution entre guillemets qui vise à éloigner des grandes villes des fonctionnaires qui réclament. Ils ne réclament aucune faveur de leurs droits. Mais finalement, le gouverneur peut être un OTS. Mais il peut être OTS. Peut-être qu'il est chargé de mission de OTS sans le savoir. Alors, sur cette question-là, Maître Désiré Sikati, on a bien vu que il y a des revendications qui ont été formulées. Le gouvernement a annoncé un train de mesures. Les anciens se sont rendus compte que rien ne bougeait pratiquement, en tout cas que les réponses étaient insuffisantes. On décidé de relancer le mouvement et on répond dans certaines localités par la répression. Bon, en fait, moi, je ne suis pas surpris parce que la répression, en général, fait partie des armes de toutes les dictatures. Et malheureusement, la répression au Cameroun, elle n'est pas constatée uniquement contre les OTS. Elle est constatée également contre les hommes politiques qui ont une vision différente de la gestion de la société. Maintenant, parlant des OTS, il faut quand même reconnaître qu'on est face à un manque d'empathie. Un manque d'empathie de la part des gens du régime, parce que quand on est quand même face à des enseignants dont certains travaillent 10 ans sans recevoir leur salaire, travaillent 10 ans sans recevoir des avancements, ou ceux qui sont avancés ne reçoivent pas les droits qui vont avec, on a envie de se poser la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas une politique d'infantilisation ou bien d'esclavagisation des enseignants au Cameroun? Moi, je ne sais pas ce que ce régime a contre les enseignants. Quand vous écoutez les enseignants demander un statut spécial et la réponse qu'il leur est donnée en face, vous avez l'impression que les enseignants ont demandé la main à boire au gouvernement. Pourtant, au Cameroun, la police a un statut spécial. Ça veut dire que les corps des fonctionnaires au Cameroun ont un statut général qu'on appelle le statut général de la fonction publique. Maintenant, plusieurs corps de fonctionnaires ont demandé des statuts spéciaux. Vous avez un statut spécial pour les magistrats. Vous avez un décret de 2014 qui organise la gendarmerie, qui est un statut spécial en réalité. Vous avez un statut spécial pour la police. Donc pourquoi est-ce qu'on refuserait... Et même pour l'administration pénitentiaire. Tout à fait. Et pourquoi est-ce qu'on devrait refuser un statut spécial aux enseignants, alors qu'à travers le statut spécial, ils estiment qu'ils pourraient revendiquer ou bien bénéficier d'un certain nombre de droits qui sont liés à la spécificité de leur fonction. Donc, je pense que quelque part, il y a comme une volonté du régime de ne pas donner une suite au problème des enseignants. Et on vous fait croire qu'il n'y a pas d'argent pour résoudre leurs problèmes financiers. Non, c'est pas ça. Moi, je dis et je répète, quand on voit le train de vie de l'État, allez voir le cortège des ministres qui va en mission, avec toute sa direction. Allez voir les frais d'émission qui sont payés. Carburant. Allez voir les ministères, comment on change de voiture de fonction au ministre, sans respecter même la période comptable d'amortissement de la voiture, juste parce que les membres du gouvernement et les hauts commis de l'État, les hauts dirigeants des entreprises publiques veulent s'afficher avec les voitures dernier cri. Allez regarder ça. Donc moi je pense que quelque part, il faudrait qu'on ne prêche pas, qu'on ne dise pas quelque chose de son contraire. Le droit de grève, c'est un droit qui date déjà. C'est un droit qui est reconnu par les conventions internationales. La déclaration onusienne des droits de l'homme, le droit de grève y figure, même dans la constitution camerounaise. La constitution camerounaise reconnaît le droit de grève. Alors comment ça se fait que le gouverneur de la Damawa donne l'impression que les enseignants qui décident de faire un débrayage pour revendiquer leurs droits, que ces enseignants-là sont en train de commettre des abus? Je pense plutôt que l'abus est du côté de l'administration. Moi, je me serais attendu, parce que dans un pays normal, la rentrée, et je pense qu'on est à 1 mois depuis que les classes ont reprise, mais 1 mois dans l'enseignement public, sans cours, dans plusieurs écoles. Ça ne pose aucun problème. Il y a un communiqué intersyndical qui a été publié par les OTS qui dit que le mouvement va s'endurcir,
qui va se prolonger, qui va s'étendre, et même au privé, parce qu'il ne faut pas... La décision intersyndicale, là, dit que les cours vont être interrompus partout. Ce n'est plus seulement dans le public. Et malgré ça, au lieu de faire des concertations pour déboucher sur une solution concertée avec les enseignants, je vois quand même qu'on a des enseignants qui sont convoqués à la gendarmerie, qui sont convoqués au commissariat spécial. Maintenant, certains sont oui, mais ça c'est absurde. C'est inadmissible. C'est pas comme ça qu'un État fonctionne. L'enseignement dans un pays devrait faire partie des domaines, je dirais, sacrés, des domaines prioritaires, même des domaines privilégiés. Oui. Parce que je me souviens d'une phrase de Hitler, quand l'Allemagne était engagée en guerre, la Deuxième Guerre mondiale, on lui avait demandé pourquoi est-ce qu'il n'admettait pas que parmi les volontaires pour aller en guerre qu'il y ait des enseignants. Il a répondu que si on tue tout le monde, les enseignants formeraient de nouvelles personnes pour que l'Allemagne soit encore plus grande demain. Donc on peut dire qu'en fait, les enseignants sont la fondation d'une société normale. On devrait comprendre ça au Cameroun. Alors, honorable Samuel Demotte, quelle est la lecture que vous faites de... Est-ce que cette façon de faire répond aux critères ou, si vous voulez, à la vision du chef d'État qui voudrait que l'éducation soit une question prioritaire et que tout soit mis en œuvre pour satisfaire les revendications des enseignants? Il faut se rappeler qu'après la grève de 2022, le président de la République avait annoncé un train de mesures pour régler la question des enseignants. Est-ce que cette réponse, n'est-ce pas, le gouvernement Adamawa répond à la vision du chef de l'État par rapport à la satisfaction de ces revendications? Vous observez beaucoup de curiosité par rapport à un train qui n'arrive pas à l'heure. Il y a aussi de temps en temps des trains qui arrivent à l'heure. Et pendant que vous me parlez de cet incident-là de l'Adamawa, je voudrais quand même vous faire remarquer que moi j'ai eu l'honneur, le bonheur d'assister à la fête des enseignants à Douala. Il y a une prise de parole forte qui a été faite par le président de l'intersyndicale qui était Raoul Mopri, avec qui j'ai continué encore des discussions jusqu'à une date assez très récente. Donc je pense que dans cette histoire-là, contrairement à ce que j'entends ici ou là, que ce n'est pas une priorité. Vous parlez de la fête ou bien de la grève? Non, je parle de la fête. Je veux dire, dans le cadre de cette fête-là, on a donné la parole à l'intersyndicale. Et d'ailleurs, je me rappelle le propos de Iva Dubois, le gouverneur de la région du littoral, qui a dit « Merci de vous être exprimé dans cette ville de la liberté d'expression ». On ne peut pas considérer qu'ailleurs il n'y a pas de liberté d'expression. Il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises aussi ou là, dont on ne connaît pas très bien les mécanismes, les métabolismes qui ont conduit à telle ou telle prise de position par le gouverneur de la région de l'Adamawa. Mais il n'en reste pas moins qu'en ce qui concerne la politique gouvernementale, je crois qu'elle est tout à fait axée à considérer que l'enseignement c'est un domaine d'une priorité absolue. Et vous voyez très bien que les budgets les ressources qui lui sont consacrées. Maintenant, il arrive qu'il y a un certain nombre de fonctionnements. On est là en face, dans la revendication salariale aujourd'hui en matière d'arriérés de salaire. Ce n'est pas un manque de priorisation de la ressource, mais c'est qu'à un moment donné, on s'est loupé dans la mise en œuvre d'un certain nombre de procédures bienveillantes par ailleurs qui avaient été prises il y a quelques années. Je voudrais rappeler, avant que le ministre Ngale Bibé n'arrive au ministère des enseignements secondaires, la doctrine à l'époque c'était de dire tant que votre dossier n'est pas complet, vous ne serez pas payé. Je voudrais également que ce soit accepté de tout le monde sur ce plateau que dans ce domaine-là de l'enseignement où il y a une volatilité des ressources, c'est important de contrôler les effectifs. Donc il y avait une disposition qui disait tant que vous n'avez pas votre dossier complet, vous ne serez pas payé. Du coup, vous avez quelqu'un qui sortait de l'école normale supérieure qu'on a affecté dans l'arrière-pays et commençait déjà à se poser des questions comment est-ce qu'il fait pour rejoindre mon poste d'affectation. Mais ce système-là avait ceci de vertu au-delà du fait qu'on faisait attendre les gens, c'est que les gens se précipitaient quand même à faire leur dossier pour avoir de la ressource. Le ministre Ngale Bibé vient là, c'est le ministre de la République. Il vient faire l'état de l'aide de la situation, il se rend compte qu'effectivement ce n'est pas une situation enviable. Et il prend donc les dispositions en disant en attendant que votre dossier soit complet, on va vous payer 2/3 de votre salaire. Comme ça, ça va vous permettre de vivre le temps nécessaire de faire un dossier complet. Et je voudrais encore insister là-dessus. Si on n'astreint pas le personnel enseignant un système de contrôle des effectifs, il peut avoir des conséquences plus graves pour la société.
Or, ce système-là, qui était un système bienveillant de 2 tiers, a produit des effets pervers. Autant la personne qui sort de l'école normale supérieure dit il faut absolument qu'elle soit payée le plus rapidement possible pour que je puisse vivre, autant quand vous servez les 2 tiers, vous considérez que vous commencez déjà à avoir une vie assez agréable et donc vous évitez même de faire le dossier. Sauf que dans le cheminement de la vie, vous pouvez vous contenter les 2 premiers mois des 2 tiers, les 3 premiers mois des 2 tiers, mais 2 ans plus tard, vous êtes marié et il y a un enfant qui commence à demander du biberon à la maison. Et à ce moment-là, déjà, se réveille et commence à faire. Effectivement, là, on est en face d'un passif que l'on est en train de pirer aujourd'hui, mais dans le cadre également de la prescription du gouvernement, du président de la République, il avait demandé que ce soit payé. Et il y a un échéancier qui a été fait. Cet échéancier-là est respecté aujourd'hui. Sauf qu'il y a là-dedans le petit malin qui commence à faire véhiculer un certain nombre d'informations. Non, à partir de 2025, rien n'est sûr. Parce que nous sommes en année électorale et donc en plus, c'est une parole présidentielle. Le président de la République pourrait ne plus être là et donc son successeur, à la limite, ne se sentira pas obligé de respecter ce qui avait été décidé. Nous sommes dans le cadre d'une république et la plupart des gens qui avaient été programmés en 2022 ont été payés. En 2023, ils sont en train d'être payés. Et en 2024, ils seront payés. En 2025, ils seront également payés. Et donc, on n'a pas besoin de trembler pour cela. Après, maintenant, il y a d'autres points sous-jacents qui apparaissent. Là, par exemple, j'ai entendu le MOPE faire la comparaison indiciaire entre fonctionnaires de telle et telle catégorie. Et vous pensez effectivement que le compte n'y était pas. Mais là, également, dans le cadre d'une discussion républicaine, on arrivera à trouver des arrangements pour que les enseignants puissent vaquer raisonnablement à leur occupation. Mais pour nous tous qui sommes sur le plateau aujourd'hui, s'il y a une seule personne qui serait, je ne sais pas moi, content de voir que un enseignant n'est pas traité convenablement, ce ne serait pas un bon citoyen. Parce que nous sommes tous passés par là et il est important effectivement qu'on le bloque. Sauf que, en la matière, parce que quand ils disent que ce n'est pas une priorité, nous sommes l'un des pays francophones en Afrique au sud du Sahara qui avons un volant important d'enseignants. Aujourd'hui, nous avons à peu près 180 000 enseignants sous la main. Et donc, quand on fait des comparaisons entre l'enseignant et peut-être un administrateur civil, les administrateurs civils, il n'y en a pas beaucoup. Mais on en est arrivé à avoir autant d'enseignants parce qu'effectivement, nous pensons que le corps est essentiel. Et quand vous voyez d'ailleurs ce que nous produisons en la matière, d'autres pays nous envient. Allez en RDC à côté, vous n'allez pas avoir la même ressource humaine. Allez même en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas avoir la même qualité de la ressource humaine. Bien entendu, ça se fait peut-être, c'est ce qu'ils pensent, au détriment du corps enseignant, mais je pense qu'on va les trouver assez rapidement des communautés de telle manière à ce qu'ils soient encore encouragés à faire ce travail essentiel qui est essentiel à la République. Alors, Jean-Robert Rafou, je voudrais terminer cette émission sans revenir sur cette actualité on va dire, de fin de semaine. On se souvient, tout à l'heure on parlait du député Jean-Michel Nithieu qui a tiré la sonnette d'alarme sur ce dispositif de marquage des bières qui est en train d'être mis en place avec les conséquences néfastes que cela pourra entraîner. Et il faut se rappeler que c'est lui qui avait tiré pour la première fois la sonnette d'alarme sur la gestion des fonds Covid. La gestion des fonds Covid qui a été l'un des sujets qui a amené des militants MRC en prison. Il faut se souvenir que le 20 septembre, il y a des militants MRC qui avaient organisé des marches et qui dénonçaient justement la mauvaise gestion de ces fonds Covid-là, qui revenaient sur le scandale de la gestion des fonds de la CAN 2020. Et il y avait également la question de la crise anglophone. Alors, moi je pose la question de savoir, ces militants MRC en réalité, au regard, n'est-ce pas, de l'actualité, c'est-à-dire qu'on avait vu que la Chambre des comptes, par exemple, a donné raison à ceux qui estimaient qu'il y avait un problème au niveau de la gestion des fonds. On s'attendait à ce que ce soit peut-être ces militants MRC-là qui soient décorés pour avoir justement attiré l'attention, n'est-ce pas, des pouvoirs publics sur la question de la gestion des fonds de la CAN, entre autres. Mais on a bien vu que ce sont plutôt les membres de la task force qui a été décoré par la présidence de la République. Il faut comprendre quoi? Non, mais permettez-moi d'abord de revenir sur le sujet des enseignants très rapidement, en 30 secondes. J'aimerais dire à M. Mout qu'en Corée du Sud, en Chine et en Inde, les mieux payés dans le corps de l'État, c'est des enseignants. Et Maître Sikati a pris l'exemple, de Hitler,
qui disait que quand on lui a demandé, n'est-ce pas, pourquoi il n'envoie pas les gens au fond, donc pourquoi les enseignants, il a dit, si nous perdons la guerre, ce sont eux qui vont reconstruire l'Allemagne. Et si nous gagnons la guerre, ce sont eux qui vont nous faire conquérir le monde. Donc voilà, et qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas d'argent. On vient, dans les effets financiers, on a dit que c'était 180 milliards de francs CFA. Oui. Le bâtonnier, l'excellent bâtonnier Aké Mouna nous a fait comprendre que la RDC a eu 145 milliards de francs CFA. Nous, on peut avoir jusqu'à 300 milliards de francs CFA. Allons seulement porter plainte. Allons seulement saisir les juridictions. Ne nous dites pas que ne nous dites pas que les dépenses de personnel sont énormes au Cameroun. Il faut arrêter ça. C'est vrai que c'est 1200 milliards l'an. Mais 5 200 milliards, c'est vrai que ça représente un tiers, n'est-ce pas, donc de nos ressources propres, mais ça représente que 5,5% du PIB, donc du produit. Alors sur la question... C'est un peu comme si vous gagnez, comme si vous avez une richesse de 1 million de francs CFA, et vous consacrez juste 5,5%, donc 55%, donc 55 000 francs CFA pour la ration des gens à la maison, et puis vous dites qu'il n'y a pas d'argent. Maintenant pour la question des décorations. Mais ce qu'on devait décorer normalement, le premier qui devait décorer, c'est Jean-Michel Nithieu. Parce qu'on décore les gens par rapport au Covid, donc à la gestion Covid-19 et la CAN, donc de la Task Force Covid-19 et Task Force CAN 2019 qui a glissé jusqu'en 2022. Le premier à avoir décrié la gestion. Vous mélangez les choses. Allons-y, on est à la fin de l'émission. Le premier à avoir décrié ça, c'est qui? C'est l'honorable Jean-Michel Nithieu. C'est lui qui a mis le Covid-Gate sur la place publique. Et vous, sur les plateaux de télévision, vous, M. Mout, vous avez dit à l'époque que ce que l'honorable Nithieu disait était faux. La Chambre des comptes a confirmé. Ce qu'on doit également décorer, ce qu'on devrait également décorer, c'est les partis politiques de l'opposition. Le MRC, qui a organisé une marche. C'était le 22 septembre, c'est ça, non? Oui, 20 septembre 2022. Entendu 22 septembre 2020. Le 22 septembre 2020, ils ont organisé une marche, n'est-ce pas, pour protester contre la gestion du Covid-19 et de la CAN. On ne l'a pas fait. On a plutôt préféré aller décorer les membres de la task force. Moi, je dis les Camerounais sont tellement exaspérés qu'il ne faut pas en rajouter. Il ne faut pas en rajouter. Nous avons tous vu le rapport de la Chambre des comptes. Nous avons tous lu. Il y a le rapport d'abord du Conseil de... Il n'y a aucun rapport. Je dis, laissez-moi finir de parler. Il y a le rapport de la Chambre des comptes. Que disait le rapport de la Chambre des comptes? Parce qu'il y a eu 2 rapports, il y a eu 2 ou 3 rapports. Le deuxième rapport déjà disait quoi? Il parlait de l'acquisition de tests de dépistage pour un montant de 23 700 millions de francs CFA. Et il y avait 20 milliards pour l'acquisition des TD, donc de tests de dépistage rapide, à des prix qui étaient variables. C'est-à-dire que tampon te vend à ce montant, si après on demande de montant. Surfacturation. Il y avait une absence d'homologation des prix des tests. Ça, c'est dans le rapport de la Chambre, donc, de la Chambre des comptes. Il y avait une prise en charge inopportune des frais de transport et de manutention. Il y avait le marché de Mediline médical, sur coût de 6,26 milliards de francs CFA. Acquisition des tests PCR pour la task force à des prix variables. Pour la task force même, c'est dans le rapport actuel de la Chambre des comptes. Ce qu'on a découvert là. Oh ouais. Que dit ce rapport de la Chambre des comptes? Le rapport parle de pilotage stratégique insuffisant par le ministre et par les grands, et déclare que c'est le ministre d'État SGPR qui était l'ordonnateur principal de la caisse, de la casse, du casse Covid-19, du compte d'affectation spéciale Covid-19. C'est dans le rapport de la Chambre des comptes. Alors on va donner la parole aux autres. Qui dit je vous en prie, parlant de la task force Covid-19, le rapport de la Chambre des comptes parle d'une absence de pilotage stratégique pour la riposte économique et sociale. Absence. Le même rapport indique clairement, et ça je cite, le courrier du SGPR du 8 avril 2021 a eu pour effet une mise en retrait du Premier ministre de ce dossier. Dès lors,
le volet économique et social de la réponse à la pandémie s'est trouvé dépourvu de pilotage stratégique dont il avait besoin, ce qui a pesé sur cette question-là. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce qu'on a décidé de récompenser les membres de la task force Covid et Cannes? On vient de décorer, alors que la Chambre de compte pour le moment, dit qu'il y a eu des manquements graves. Pour le moment, Duval Fangwa, même s'il y a eu des multitudes de rapports, la plupart des gens qui ont été cités dans ces rapports-là sont présumés innocents. Et jusqu'à date, personne n'a été inculpé, personne n'a été condamné à la matière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose également que je voudrais noter, c'est que nous avons eu une mise en œuvre opérationnelle de la riposte sur le Covid qui a fait effectivement école à travers le monde. Par ailleurs, je voudrais également que soit retenu que la Cannes fut belle. Et par rapport à ça, il y a un certain nombre de gens qui ont travaillé pour que effectivement cette Cannes-là soit belle. Il faut remercier. Il mérite bien décoration. Je considère également qu'à travers... Je voudrais également qu'il soit retenu que nous avons eu très peu de morts dans le cadre de Covid et ça a été vraiment géré avec une certaine maestria. Après, maintenant, les problèmes de ressources, les problèmes de procédure, les problèmes de rapport, on peut leur envoyer ça, mais on peut quand même être reconnaissant des gens qui, pendant des mois et des mois, n'ont pas dormi et ont passé des nuits blanches à travailler pour le compte de la population camerounaise. Alors, Maître Désiré Sikati, lorsqu'on parle de la Cannes, on pense aussi aux infrastructures. On vient là d'apprendre à travers les journaux que Maguil a annoncé qu'il va recommencer les travaux. Je ne sais pas pourquoi vous le dites. Maguil a annoncé qu'il va recommencer. Ce n'est pas la première fois que Maguil annonce. Et là, beaucoup se disent, bon, on espère que cette fois-ci, c'est la bonne. On parle d'une Cannes avec un stade, un complexe Olembe qui, je ne sais plus depuis combien d'années, n'arrive pas à être livré. Non, mais Duval, il faut quand même spécifier qu'on est encore là dans la phase 1. Oui, on est encore là dans la phase 1. Et puis, il y a des problèmes depuis longtemps. Voilà, la phase 2, c'est-à-dire la phase qui concerne le gymnase, le terrain de tennis, le terrain de basket, l'hôtel. Cette phase, on ne l'a même pas encore engagée. Bon, avant d'aller se faire condamner devant la Chambre internationale d'arbitrage et la Cour internationale de justice, parce que le Cameroun a été condamné à la requête de Glencore à payer 15 milliards, à la demande de Maguil, à payer 15 milliards de francs CFA, majoré de 13 millions par jour de retard, les frais d'avocat évalués à plus de 30 millions, non, les frais d'arbitrage et tout. Donc le Cameroun, à la fin, s'est rendu compte que devant les instances judiciaires internationales, serait condamné. Et finalement, a consenti à signer un protocole d'accord avec Glencore, avec Maguil, pour faire ce que Maguil lui demandait depuis. Parce qu'il faut se rappeler qu'à un certain moment, il disait qu'il ne payait pas les décomptes de Maguil parce que Maguil n'avait pas fait le travail. Mais sauf que Maguil disait que quand il appelait l'administration pour venir évaluer le travail, on demandait d'abord de payer. C'est-à-dire, il demandait d'abord les actes d'être corrompus pour venir valider le travail de Maguil. Donc moi, je pense que l'année dernière déjà, on annonçait aussi un accord entre le ministère des Sports et Maguil, ou bien la task force de Maguil. Par la suite, on a bien vu que Maguil n'a pas repris les travaux. Bon, aujourd'hui, on nous dit la même chose. Ben, ce que je retiens, c'est que le gouvernement... les membres de la task force. Oui, le gouvernement a dit que pour la phase numéro 1, voilà, Maguil est en dépassement de budget de l'ordre du double, de l'ordre de 100%, et que le budget a été consommé à hauteur de 76%. Les travaux ne sont pas livrés, même pas à environ 42 milliards de francs. Voilà, donc je pense qu'on est encore là dans une... Ça va finir exactement comme l'affaire de Glencore, parce qu'à un certain moment, il faut quand même se rappeler que c'est Piccini, ce sont les Italiens Piccini qui ont commencé. Voilà, donc c'est vraiment un chantier, un véritable labyrinthe. Et donc, Kanga, pour sortir en 1 minute... Vous voulez voir peut-être dans cette affaire, envoyer la Chambre des comptes là-bas. Oui, oui, et je partage l'idée selon laquelle il est important qu'un audit soit fait sur les chantiers de la Cannes et que les décorations qui ont été remises, n'est-ce pas, aux membres, au personnel de la task force qui a géré la Cannes, comme ceux qui ont géré le Covid, c'est une méprise à l'endroit du peuple camerounais. Parce que pour parler simplement des chantiers de la Cannes, il y a un stade qui est resté inachevé, Olembe, et dont on apprend encore
la reprise des travaux. Oui. Par qui? Un mythe décisif. Par Maguil. Par Maguil. Que le ministre Qui a des Sports a fait. insulté en Je vous janvier assure, 2023. c'est de l'imposture. Et ce n'est pas bien qu'on manque de respect au peuple camerounais. Envoyé Concernant le par Covid, la Chambre des le rapport détaillé, méticuleux, n'est-ce pas, de la Chambre des comptes a suffisamment démontré qu'il y a eu des malversations financières. Et dans ces malversations financières, il est dit clairement, comme l'a dit M. Jean-Robert Wafo, que la task force qui a géré le Covid a une bonne part de responsabilité parce que beaucoup de manquements et d'insuffisances. C'est moi. Ils ont été décorés. Sommes-nous dans un pays normal? Sommes-nous dans la République exemplaire, dit-on, en construction? Je vous laisse aux téléspectateurs le soin d'avoir votre propre opinion. Dans tous les cas, Maguil a annoncé que les travaux vont commencer cette semaine. Oui. Donc on attend de voir. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci, honorable Samuel Motte. Merci à vous, Jean-Robert Wafo. Merci à Edmond Kanga et bon retour sur ce plateau de droit de réponse. Merci à Maître Désiré Sikati. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre livraison de droit de réponse de ce dimanche 8 octobre 2023. Bon dimanche, retrouvons-nous à 20h30 dans le cadre de La Vérité en face avec comme invité le professeur Titus Edzoa, ancien secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun.